Alors, je vous propose d'aborder 3 points en lien avec le thème des conférences qui ont lieu ici. Le monde ancien s'en va et un monde nouveau apparaît. Et donc, je vais essayer, au fond, de vous faire 3 points chronologiques, mais qui, à mon avis, aident à éclairer la situation présente et l'avenir qui est devant nous, donc le monde nouveau qui est en train de naître en ce moment sous nos pas. Donc, première partie, je vais vous parler un petit peu de la manière dont, pour ma part, je relis une période que je n'ai pas connue, que j'étais pas vivant, qui est la période des 30 Glorieuses en Europe de l'Ouest. Au fond, en gros, jusqu'au premier choc pétrolier de 73. Deuxième période, depuis le choc pétrolier jusqu'à nos jours, deuxième partie. Et puis troisième partie, quel avenir avons-nous devant nous, compte tenu de ce que nous aurons enregistré comme leçons tirées du passé. Ça vous va comme organisation? Alors, première partie, les 30 Glorieuses. Alors, le premier point qu'on peut remarquer comme économiste, c'est que les 30 Glorieuses ont été en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, au Canada, au Japon, une période de croissance économique inouïe, que jamais l'humanité n'a connue auparavant et que probablement elle ne connaîtra plus, pour des raisons que je vais expliquer tout à l'heure. Cette croissance, c'est en gros une augmentation en moyenne chaque année de 3% du PIB par habitant. 3% du PIB par habitant qui augmente chaque année, en moyenne. Ben, vous voyez, donc ça veut dire que la croissance est beaucoup plus rapide que la démographie, puisque c'est 3% par habitant. Ces 3%, on peut les décomposer en 2 plus 1. 3 égale 2 plus 1. Ça va, c'est facile. Alors 2%, c'est l'augmentation de la consommation d'énergie par habitant. Et 1%, ça, ce sont nos petits bras, notre intelligence, l'ICAM, les prouesses de l'ICAM, l'EDEC, etc. Le progrès technique, le génie humain, le stress au boulot, les heures sup, voilà. Donc 3 égale 2 plus 1. Et au fond, cette formule très très simple permet de comprendre, à mon avis, quelque chose de fondamental dans ce qui s'est passé pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire que, de fait, nous avons connu une très forte croissance, mais au prix, au fond, d'une dévastation des ressources naturelles, en particulier des énergies fossiles, dont la génération qui est à l'âge adulte à cette époque n'a pas conscience du tout. La majorité des Européens de l'Ouest n'imaginent pas du tout que cette consommation effrénée de pétrole peut avoir des conséquences climatiques dramatiques. Puisqu'au fond, la première sonnette d'alarme ne sera vraiment tirée qu'en 72 avec le fameux rapport Meadows du Club de Rome qui s'appelle les limites à la croissance, qui rend compte du fait que au moins une partie de la communauté scientifique comprend alors, début des années 70, que ce mode de production et de consommation n'est pas viable compte tenu des ressources limitées que nous avons sur la planète. Mais donc, de 45 à, en gros, au début des années 70, tout ça se passe apparemment bien, plutôt bien. Et aujourd'hui, vu des 40 années qui ont suivi, après coup, aujourd'hui, les 30 Glorieuses apparaissent comme une espèce d'âge d'or économique que beaucoup voudraient pouvoir retrouver et que probablement nous n'arriverons pas à retrouver, je dirai dans un instant pourquoi. Du côté financier, il y a 2 éléments qui sont fondamentaux pendant cette période. Le premier, c'est la manière dont les États se financent. Et vous allez voir, ça change profondément de la situation que nous avons aujourd'hui. Jusqu'au début des années 70, tous les États d'Europe de l'Ouest, les États-Unis, le Canada, le Japon, s'autorisent eux-mêmes à se refinancer auprès de leur banque centrale. Alors en France, c'est ce qu'on appelle les avances de la Banque de France au Trésor. Alors comment ça se passe? Vous avez le directeur général du Trésor, personnage respectable s'il en est, qui va voir le gouverneur de la Banque de France, autre personnage respectable, et qui lui dit « Monsieur le gouverneur, l'État a besoin d'argent ». Alors la Banque de France crée de la monnaie, la prête à l'État à un taux nul, à 0%. Et puis l'État, au fil des années, rembourse à la Banque de France l'argent qu'il lui doit. Le point fondamental dans cette affaire, c'est que la Banque de France ne négocie rien, elle est au service de l'État, et surtout le taux d'intérêt est nul. Donc il n'y a pas de service de la dette publique. Et de fait, alors que la plupart des États européens sortent de la Seconde Guerre mondiale ruinés, avec des finances publiques catastrophiques et en général une dette énorme, qui est une dette de guerre,
la dette publique de la plupart de ces pays-là s'effondre, fond comme neige au soleil pendant les 30 Glorieuses, de telle manière qu'au début des années 70, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest n'ont, pour ainsi dire, pas de dette publique. Quasiment pas. Ça, c'est du côté de la finance publique, la haute finance publique. Du côté de la finance privée, alors c'est une période qui est également, on pourrait dire d'une certaine manière, un âge d'or pour le banquier que j'allais dire traditionnel. Et c'est plutôt positif. C'est-à-dire que c'est un banquier qui, outre son métier classique, qui est de réceptionner les dépôts des déposants, comme vous et moi, ça c'est le travail de la banque qui est au coin de la rue, qui a cette autre activité qu'il accorde des prêts. Alors il accorde des prêts à qui? Aux ménages qui peuvent emprunter, et puis surtout aux entreprises. Et là, c'est une activité fondamentale pour la croissance économique, parce que ça permet aux entreprises d'investir. Alors comment fait-il ce banquier entre guillemets traditionnel? Eh bien, il va faire un bon restaurant avec son bon ami qui est le chef d'entreprise, et son bon ami lui explique son projet. Il lui dit voilà, mon business plan c'est ça, horizon 10 ans, ça rapporte tant, voilà pourquoi je pense que c'est une très bonne idée. Bon. Et puis si le banquier est convaincu, il lui accorde l'argent, s'il n'est pas convaincu, il lui demande de réviser son projet. Ça, c'est l'activité traditionnelle. Comment est-ce que où le banquier trouve-t-il l'argent qu'il prête au chef d'entreprise? Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'aller voir un banquier et de lui demander de l'argent. Ça arrive à peu près à tout le monde. Et donc peut-être qu'au cours de la conversation, alors il vous a posé des questions, admettons que vous soyez allé le voir pour lui emprunter des sous, pour acheter un appartement par exemple. Alors il vous a posé des questions, et puis peut-être qu'au bout d'un certain moment, il vous a dit excusez-moi, je vais réfléchir à votre cas, et puis il a disparu dans l'arrière-boutique de la banque. Alors vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce qu'il va faire, vous êtes peut-être dit il va vérifier s'il y a des lingots d'or au 4e sous-sol pour pouvoir me prêter de l'argent. Bon. Donc ça, vous savez que ça n'est pas le cas. Il n'y a plus de lingots d'or dans les banques, il n'y en a jamais eu beaucoup en fait. Il n'y en a plus non plus beaucoup à la Banque de France, et heureusement parce que depuis les années 70, la monnaie n'est plus gagée sur l'or et l'argent. Donc, vous voyez, pendant les 30 Glorieuses, nous sommes dans un monde monétaire où, pour pouvoir créer de la monnaie, il faut qu'il y ait un équivalent or quelque part. Système qui est intenable à terme parce que le monde croît trop vite, augmente trop vite. Avec une croissance de 3% du PIB par an et par habitant, vous n'avez pas le stock d'or suffisant sur la planète pour pouvoir créer la monnaie correspondant à cette croissance. C'est impossible. Donc, dès la fin des années 60, la plupart des grandes économies se retrouvent prises à la gorge par le fait qu'elles n'ont pas les stocks d'or correspondant à la quantité de monnaie qu'elles voudraient pouvoir créer. Aujourd'hui, lorsque vous allez voir votre banquier et qu'il disparaît dans l'arrière-boutique, donc il ne va pas voir s'il reste suffisamment d'or, il ne va pas non plus vérifier si, dans un grand coffre-fort caché quelque part, il y a suffisamment de billets pour vous les prêter. Il n'y a pas de coffre-fort de billets, même au 4e sous-sol, même enterré très profondément. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que, compte tenu du projet de la banque elle-même, on pourrait dire du business plan de la banque, pour parler le jargon local, compte tenu de votre propre solvabilité, c'est intéressant pour lui de vous prêter. S'il décide que c'est intéressant, comment est-ce qu'il fait pour vous prêter, admettons que ce soit 100 000 euros, les 100 000 euros que vous lui demandez? Eh bien, ça dépend un peu des banques, ça dépend de vous, etc. Mais en moyenne, on peut dire, il y a 80 000 euros qui n'existaient pas une minute avant que vous entriez dans son bureau. Et c'est complètement normal. C'est le métier d'un banquier. Le banquier utilise la planche à billets pour vous accorder un crédit bancaire. Et ce n'est pas une escroquerie, c'est le métier d'un banquier. Pour être banquier, il faut avoir reçu de l'État une délégation qui donne l'autorisation de frapper monnaie. L'État, en fait, traditionnellement, c'est celui qui est le détenteur du monopole du droit régalien de frapper monnaie. Et des banques existent parce que, par décret royal, le roi donne une licence bancaire à une équipe qui est autorisée à frapper monnaie parce que l'État l'accepte. Exemple, aujourd'hui, vous savez que la NEF, qui est une filiale du Crédit Coopératif, demande depuis des années à bénéficier de la licence bancaire, du statut de banque, et pour l'instant, ça lui est refusé par l'État français, pour des raisons qui appartiennent à l'État.
Donc au fond, c'est pas complètement évident de devenir une banque. C'est pas du tout aussi facile, par exemple, et je dis ça en toute amitié pour nos amis psychanalystes, que de devenir psychanalyste. Pour devenir psychanalyste, il suffit d'ouvrir un bureau et de mettre une pancarte psychanalyste. Bon, pour devenir une banque, il ne suffit pas de mettre pancarte banque. Il faut avoir une licence de l'État. Pourquoi? Parce que c'est un métier extrêmement délicat, puisque c'est un métier où vous créez de la monnaie. Alors, vous me direz, est-ce qu'un banquier peut créer une quantité arbitraire de monnaie? Non, bien sûr que non. Il est tenu par toute une série de règles, de règles prudentielles, de ratios qu'il doit vérifier, etc. Et puis surtout, au moment où vous restituez le prêt qu'il vous a accordé, en principe, on détruit la monnaie qu'il a créée à ce moment-là. Vous voyez? Donc en fait, le secteur bancaire dans une économie joue le rôle du cœur dans un organisme, c'est-à-dire qu'il envoie du sang dans le cœur, le sang fait le tour de l'organisme et revient dans le cœur. Pardon, le cœur envoie du sang dans l'organisme, excusez-moi, le sang fait le tour de l'organisme et revient dans le cœur. C'est exactement ce que fait un banquier avec la monnaie. Il crée de la monnaie qu'il injecte dans l'économie réelle, ça fait plusieurs tours dans l'économie. Au bout d'un certain moment, la personne qui a emprunté, si tout se passe bien, restitue cette monnaie au secteur bancaire et à ce moment-là, la monnaie est détruite dans le bilan de la banque centrale. Voilà comment fonctionne une banque aujourd'hui. J'insiste là-dessus parce que ma petite expérience, c'est que beaucoup d'entre nous pensent qu'un banquier, c'est juste un intermédiaire financier qui va chercher avec la main gauche de la monnaie pour la prêter avec la main droite. Mais ça, c'est ce que fait, par exemple, un fonds spéculatif, ou un fonds de private equity, ou un fonds, un hedge fund. Bon. Ça, c'est des institutions financières non bancaires. Et leur spécificité, c'est qu'elles n'ont pas le droit de créer de la monnaie. Donc effectivement, c'est juste des intermédiaires qui vont chercher de la monnaie d'un côté, par exemple sur les marchés financiers, pour les reprêter éventuellement à des personnes qui en ont besoin. Un banquier peut faire ça, évidemment. Il a le droit, qui peut le plus, peut le moins, mais il peut faire beaucoup plus. Il peut créer lui-même de la monnaie. J'expliquerai plus en détail tout à l'heure, dans la troisième partie, comment les comptes se soldent pour un banquier. Alors, je reviens un tout petit peu maintenant à cette caractérisation de la période des 30 glorieuses. Vous voyez que vous avez une très forte croissance économique du côté de l'économie réelle qui est tirée essentiellement par la très grande productivité du pétrole et la généralisation des applications industrielles du pétrole pendant les 30 glorieuses. Au fond, le pétrole, l'usage industriel du pétrole est découvert dans le monde vers les années 1880, mais la généralisation en Europe de ces usages industriels se fait pendant les 30 glorieuses. C'est la période de la consommation de masse en Europe. Dans le même temps, vous avez des finances publiques qui fonctionnent extrêmement bien grâce à des prêts des banques centrales auprès des États qui sont des prêts à taux nul. Et dans le même temps toujours, vous avez un système bancaire qui fait ce qu'on appelle de l'intermédiation financière, c'est-à-dire qu'il prête au secteur industriel, pourvu que les projets que les industriels viennent soumettre aux banquiers traditionnels, entre guillemets, soient des projets qui ont un sens économique. Pourquoi est-ce que le banquier doit vérifier que ces projets ont un sens économique? Parce qu'il faut qu'il soit certain que son interlocuteur lui restituera la monnaie qu'il lui prête, plus un taux d'intérêt. J'en profite au passage pour tordre le cou à une idée qui traîne partout et qui est fausse, c'est que la création monétaire serait toujours ipso facto inflationniste. Ça, c'est faux. Si vous avez entendu ce que je viens de dire à l'instant, si vous voyez que le travail d'un banquier, c'est précisément lui aussi de créer de la monnaie, alors vous comprenez que ça ne peut pas être ipso facto inflationniste, sinon il faudrait fermer toutes les banques demain matin. Alors, quel est le lien entre la création monétaire et l'inflation? Eh bien, supposez qu'à ma droite, vous ayez une montagne de billets qui représente la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation dans un pays comme la France. Alors évidemment, c'est une image parce que l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, n'est pas du tout constitué par les billets et les pièces métalliques que vous avez au fond de votre poche. L'essentiel de la monnaie, ce sont des lignes sur des écrans d'ordinateur. Lorsque le banquier vous prête de l'argent, en fait, il écrit sur un écran d'ordinateur « Je prête 100 à monsieur ou madame Dupont ». Donc l'essentiel de la monnaie, c'est de la monnaie numérique, informatique si vous voulez, virtuelle. L'adjectif virtuel fait penser que c'est de la fausse monnaie, mais ce n'est pas de la fausse monnaie, c'est de la monnaie. Bon. Alors, ceci pour dire que ce qui me paraît fondamental dans cette affaire, c'est que vous avez donc un concours de circonstances pendant les 30 glorieuses qui fait que tout marche à peu près bien et que la génération qui reconstruit l'Europe à partir de 1945 réussit à accomplir sa mission en 25 ans.
en une génération. Arrivé au début des années 70, l'Europe est reconstruite et si à l'époque, pour des raisons que je vais essayer d'expliquer dans un instant, le président des États-Unis, Richard Nixon, n'avait pas décidé de manière unilatérale de mettre fin aux grands accords internationaux de Bretton Woods sur lesquels les grandes puissances étaient entendues en 45, 44, 45, 46, probablement l'Europe aurait dépassé économiquement les États-Unis au cours des années 70. Donc, au fond, la mission, la génération qui a reconstruit l'Europe a fait un travail formidable. Elle a accompli sa mission et elle a pu passer le relais tranquillement au cours des années 70 à la génération suivante. Grâce à cette combinaison d'une généralisation des applications industrielles du pétrole, un secteur financier public qui fonctionne très bien et un secteur financier privé qui est véritablement au service du développement industriel et des ménages. À partir des années 70, et c'est ma deuxième partie, les choses se bouleversent complètement. Premièrement, donc la communauté scientifique découvre ou redécouvre au fond, en réalité, l'impact climatique et global terrible de l'usage effréné des ressources naturelles. Donc ça, c'est le rapport Meadows, qui est à la fois une espèce de scandale public, donc beaucoup de gens sont choqués dans nos pays, et un extraordinaire best-seller mondial, c'est-à-dire que tout le monde se met à acheter, sinon à lire au moins, le rapport Meadows. Et donc il y a une prise de conscience assez brutale du fait que le mode de consommation et de production qui vient de se généraliser en une génération n'est tout simplement pas viable aux dimensions de la planète. Aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que si on voulait que la totalité de l'humanité vive avec un mode de vie analogue au nôtre, en France, il faudrait 3 planètes. Bon, nous n'en avons qu'une. Si on voulait que tout le monde vive avec un mode de vie californien, il faudrait 5 planètes. Nous n'en avons toujours qu'une. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter de rêver que tout le monde puisse vivre comme les Européens et a fortiori comme les Californiens. C'est pas possible. Absolument pas possible. Et au fond, ce diagnostic-là trouve sa racine historique dans, à mon avis, le rapport Meadows de 1972. Donc premier choc qui fait qu'il y a un basculement qui s'opère dans les années 70. Deuxième choc, vous le connaissez très bien, ce sont les chocs pétroliers de 73 et de 79, mais qui, au fond, à bien y regarder, sont la partie émergée de l'iceberg. Parce que la partie immergée est beaucoup moins bien comprise et connue en général, c'est le fait que, en 1970, il se passe quelque chose comme une espèce de grand tremblement de terre au sein de l'administration publique américaine aux États-Unis. Pourquoi? Parce que pendant les 30 Glorieuses, les États-Unis ont vécu eux aussi avec une très forte croissance, très grande prospérité, grâce au pétrole, mais un pétrole qu'ils avaient puisé chez eux, grâce à des gigantesques puits de pétrole qui ont été découverts dans les années 30 pendant l'entre-deux-guerres. Et bon, c'est un petit raccourci, mais on peut dire quand même, tranquillement, l'essentiel de la prospérité américaine pendant les 30 Glorieuses, c'est l'exploitation du pétrole américain. Or, pendant les années 60, l'administration publique américaine ne cesse de demander aux grandes compagnies pétrolières américaines « Bon, dites-nous un petit peu, le pétrole, on en a encore pour combien de temps? Est-ce que tout ça va durer longtemps ?» Bon. Et les compagnies pétrolières américaines, pour ne pas effrayer l'administration publique, au fond, font des rapports qui sont relativement mensongers, en tout cas très inexacts, et laissent entendre à l'administration qu'on en a encore pour des siècles à pouvoir exploiter le pétrole américain. Et en 1970, elles constatent effarées qu'elles ont perdu la course contre l'effondrement de la productivité des puits de pétrole américains et que désormais, chaque jour, il y aura moins de pétrole que la veille dans les puits de pétrole américains. C'est ce qu'on appelle le pic du pétrole américain. 1970, donc ça ne date pas d'hier. Du coup, les compagnies pétrolières américaines sont effrayées, parce qu'elles ne s'attendaient pas du tout à ce que ce pic arrive aussitôt. Et là, elles finissent par dire la vérité à l'administration américaine, qui découvre très très brutalement, mais en secret évidemment, ils ne sont pas allés raconter ça dans les journaux, que que les États-Unis n'auront plus d'approvisionnement en pétrole extrêmement abondant pour très longtemps. Vous voyez, ce qu'ils pensaient pouvoir être encore le cas pendant des décennies jusqu'à la fin des années 60. C'est à ce moment-là qu'il y a un renversement assez profond de la vision du monde promue par les élites américaines. Pourquoi? Et pour le comprendre, je fais un tout petit retour en arrière.
au fond, la généralisation des applications industrielles du pétrole pendant les 30 Glorieuses a eu un double effet politique assez ambigu qu'on peut caractériser de la manière suivante. Le pétrole, finalement, est essentiellement venu se substituer au charbon. La première révolution industrielle, fin du XVIIIe, c'est la découverte des applications du charbon, autre que simplement le fait de se chauffer avec du charbon. Donc on découvre par exemple qu'on peut faire fonctionner une locomotive au charbon, donc tirer un train, etc. Et la deuxième révolution industrielle, c'est le pétrole. Et le pétrole est beaucoup plus productif que le charbon, et un petit peu moins polluant d'ailleurs au passage, mais pour l'instant ce n'est pas encore le sujet. La grande différence néanmoins entre le pétrole et le charbon, c'est que le charbon, ça s'exploite dans des mines, et que le charbon, au fond, a donné aux ouvriers de la mine un pouvoir de négociation assez considérable avec leur patron. Parce qu'ils avaient la possibilité, via des grèves, de paralyser complètement une économie, par exemple une ville, qui dépendait entièrement de telle ou telle mine pour son acheminement de charbon. Et au fond, on pourrait relire l'histoire des luttes sociales au XIXe siècle comme une histoire de l'apprentissage par les catégories laborieuses, du pouvoir de négociation que donne la possibilité de faire une grève dans une mine de charbon. Avec le pétrole, les choses changent complètement, parce que vous ne pouvez pas paralyser une ville en coupant son approvisionnement en pétrole venant d'un puits de pétrole. Parce que le pétrole est très facile à transporter, et que du coup, si vous bloquez un puits, une ville s'approvisionnera en pétrole ailleurs. Alors l'exemple qui montre ça au monde entier, évidemment, c'est le blocus de Berlin. Le blocus de Berlin dans une civilisation qui n'eût pas découvert le pétrole eût été impossible. Parce que jamais les Alliés n'auraient pu transporter ce qu'ils ont transporté à Berlin avec du charbon. C'était impossible. Pour ça, il faut avoir de l'aviation. Et il faut pouvoir transporter le carburant lui-même, c'est-à-dire le pétrole, qui permet à son tour de transporter tout ce qu'on a emmené à Berlin pour aider les Berlinois à survivre au blocus. Donc le blocus de Berlin, c'est une espèce de grande démonstration aux yeux du monde entier que le chantage implicite qui a été exercé par les catégories laborieuses grâce au charbon n'est plus possible, définitivement plus possible. Plus aucune grève sur un site d'exploitation du pétrole ne pourra avoir l'effet qu'ont eu les grèves au XIXe et jusqu'encore au début du XXe avec le charbon. Vous voyez, il y a un basculement politique dont on ne se rend pas forcément compte à l'époque, mais qui, après coup, me paraît majeur dans le passage du charbon au pétrole. Et de fait, si vous y réfléchissez un tout petit peu, les grands acquis sociaux d'aujourd'hui ont été acquis à l'époque du charbon, pas tellement à l'époque du pétrole. Et au fond, on pourrait dire les rares acquis sociaux qui datent d'après la Seconde Guerre mondiale sont la fin d'un grand mouvement qui est essentiellement associé au charbon, à une époque où en fait le pétrole est en train de se substituer au charbon. Dans le même temps, le pétrole a eu un autre effet positif, celui-ci, qui a été la réduction massive des inégalités. Pourquoi ? Parce que pendant les 30 Glorieuses, la plupart des grandes compagnies pétrolières américaines se pensent et se vivent en état de surabondance. Et c'est vrai que jusqu'au pic pétrolier de 70, les compagnies pétrolières américaines produisent plutôt trop de pétrole que pas assez. Leur grand problème, c'est trouver des acheteurs qui vont avoir besoin d'acheter leur pétrole. Et du coup, elles comprennent quelque chose qui est assez fondamental, qui est que les gens qui sont très riches, même si vous leur donnez énormément de pétrole parce qu'ils ont les moyens de l'acheter, admettons qu'ils s'achètent 5 avions privés pour faire leurs courses, n'empêche qu'il n'y a toujours que 24 heures dans une journée, et donc même s'ils passent leur journée dans un avion, ils ne peuvent pas consommer plus de pétrole que n'en consomme un avion en 24 heures chaque jour. Et donc si vous voulez vendre beaucoup de pétrole, il vaut mieux que beaucoup de gens aient une voiture, plutôt qu'un tout petit nombre de gens, 5 avions. Vous voyez ? C'est beaucoup plus efficace. D'où, au fond, la très grande, on pourrait dire le très grand libéralisme, au sens moral, politique, des élites américaines, et en particulier, et aussi en partie ouest européenne, vis-à-vis de la réduction des inégalités. C'est-à-dire, donner du pouvoir d'achat aux classes moyennes, c'est permettre aux classes moyennes de servir de débouché aux excédents de production pétrolière. D'où, et à ce moment-là, vous comprenez pourquoi, finalement, ça a été un concours de circonstances magnifique pendant les 30 Glorieuses, qui a rendu possible la généralisation des applications industrielles du pétrole, parce que les compagnies pétrolières avaient absolument besoin de débouchés,
Et du coup était très favorable à la généralisation de ce qu'un monsieur qui s'appelle Henry Ford, aux États-Unis, avait commencé à initier pendant l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire l'idée que il faut augmenter les salaires des ouvriers pour qu'ils puissent acheter des voitures. Les pétroliers ont très bien compris ça, et donc ont poussé pour que, au fond, on réduise les inégalités, qu'on augmente les salaires des ouvriers, et que tout le monde puisse avoir non seulement une voiture, mais une machine à laver, un téléviseur, etc. Vous voyez ? Et donc, au fond, le pétrole, la généralisation de la civilisation du pétrole pendant les 30 Glorieuses a eu un double effet, celui de neutraliser petit à petit le jeu du chantage politique rendu possible par le charbon. Et de fait, historiquement, vous voyez que les grandes grèves perdent énormément de leur poids après 1945, et en même temps de favoriser, tant qu'on était en période de surabondance, la réduction des inégalités, parce que les grandes compagnies pétrolières avaient absolument besoin de trouver des débouchés. À partir des années 70, ceci se transforme complètement parce que les compagnies pétrolières américaines comprennent qu'elles ne sont plus et qu'elles ne seront plus jamais en situation de surabondance, puisque les grands puits pétroliers américains ont déjà atteint leur pic de productivité, ce qui veut dire qu'à partir des années 70, la productivité des puits américains baisse, elle chute même. Au passage, par exemple, l'Europe du Nord, la mer du Nord, a connu elle-même son pic pétrolier en 2000. Donc nous-mêmes, nous sommes victimes à notre tour de la baisse de productivité des puits de pétrole à partir de 2000. Vous voyez ? Je reviens donc à ce basculement qui s'opère dans les années 70. Vous voyez ? On passe d'une période où on a eu un pétrole très très abondant, donc beaucoup de croissance, à une période où le pétrole ne sera plus aussi abondant que précédemment, même s'il reste encore beaucoup de pétrole, hein, bien sûr, il reste encore beaucoup de pétrole. Mais le pétrole ne sera plus abondant tous les jours comme il l'était précédemment. Et donc, la question de la réduction des inégalités n'est plus un impératif, ce qui ouvre la voie à une grande révolution, on pourrait dire intellectuelle, qui s'opère dans les universités à l'époque, qui est la grande vague conservatrice, qui permettra très rapidement à Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne de prendre le pouvoir. Et vous avez, du côté des départements d'économie dans les universités, à la fois aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon, un bouleversement radical qui s'opère dans les années 70. Pourquoi ? Parce qu'au fond, une partie des élites, en tout cas c'est une hypothèse que je vous soumets, comprend qu'il n'est plus nécessaire de favoriser la réduction des inégalités, parce qu'il n'est plus nécessaire de trouver à tout prix des débouchés via les classes moyennes pour la production de pétrole. Ça va ? Dans le même temps, c'est ça qui est assez inouï historiquement, s'opère une transformation assez radicale aussi du côté des finances publiques. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant les 30 Glorieuses, le mécanisme des avances de la Banque de France au Trésor permet au fond aux États d'emprunter à la Banque centrale et de rembourser grâce à la croissance, et aussi grâce un petit peu à l'inflation d'ailleurs, sans que cela ne grève véritablement les finances publiques des États. À partir des années 70, la situation change parce que, plus ou moins simultanément, la plupart des grands pays d'Europe de l'Ouest finissent par dire « Non mais ça c'est une très mauvaise idée, à partir de maintenant il faut interdire les avances de la Banque de France au Trésor ». Et du coup, en France par exemple, nous passons une loi en 1973 qui n'interdit pas formellement les avances de la Banque de France au Trésor, mais qui les rend extrêmement compliquées. Et de fait, depuis 1973, quasiment aucun gouvernement français n'a osé redemander une avance de la Banque de France au Trésor. Depuis lors, le traité de Maastricht, lui, interdit complètement, cette fois-ci, de manière très claire, ce type de pratique. Donc, de toute façon, depuis Maastricht, c'est devenu complètement interdit, mais nous n'avons pas attendu Maastricht pour nous priver de cet outil, que sont les avances de la Banque de France au Trésor. Nous l'avons fait en France dès 1973. La grande différence, désormais, c'est qu'il faudra que les États s'endettent auprès des marchés financiers. Et ce qui sépare le prêt d'un marché financier du prêt d'une Banque de France, par exemple, c'est que le taux d'intérêt, en général, n'est pas nul quand c'est les marchés financiers. Aujourd'hui, comme vous le savez, la dette publique française, c'est 90% du PIB, en gros. Donc notre dette publique, c'est 90% du PIB français. Si nous n'avions pas d'intérêt à payer, si nous n'avions pas eu de taux d'intérêt à payer depuis 1973, notre dette publique serait en gros de 30% du PIB. Donc ça veut dire qu'il y a les 2/3 de notre dette publique qui provient essentiellement de l'accumulation du taux d'intérêt que nous avons à payer sur notre dette. Et donc, au fond,
de la décision calamiteuse de 73. Vous voyez? Alors on peut se demander, a posteriori, comment se fait-il que nous autres Français, en 73, nous ayons pris cette décision? C'est quand même étonnant. Alors la raison est assez, à la fois mystérieuse, on peut faire, et en même temps assez claire. L'hypothèse qu'on peut faire, c'est que, au fond, au début des années 70, l'ensemble des Européens de l'Ouest finissent par être fascinés par la réussite allemande. Et c'est vrai que l'Allemagne, qui est détruite en 1945, connaît elle aussi une période de croissance extrêmement forte pendant les Trente Glorieuses. Elle aussi réussit à se reconstruire au pas de charge, de manière très efficace, de sorte que, comme vous le savez, on a pu parler du miracle allemand au cours des années 50-60. Et d'une certaine manière, tout se passe comme si les Français, les Anglais, les Italiens se disaient, au fond, le mieux qu'on ait à faire, c'est d'imiter les Allemands, puisqu'ils réussissent très bien économiquement. Or, il se trouve que les Allemands de l'Ouest, la RFA à l'époque, la République fédérale d'Allemagne, a une banque centrale qui est complètement indépendante du pouvoir politique et qui ne fait absolument pas d'avance au Trésor, comme a pu le faire la Banque de France. Pourquoi ceci? C'est une bizarrerie, puisqu'en fait, à l'époque, l'Allemagne est le seul pays à avoir ce système. En fait, ça provient de la guerre et du fait qu'entre 1945 et 1949, au moment où nous construisons en fait les institutions de l'Allemagne de l'Ouest, les Alliés sont tellement peu confiants dans le pouvoir politique allemand qu'ils veulent absolument retirer des mains du pouvoir politique allemand le pouvoir de création monétaire, la planche à billets. Pourquoi? Parce qu'ils craignent beaucoup que l'Allemagne ne réutilise ce pouvoir de création monétaire pour financer un nouvel effort d'armement militaire. Nous avons fait d'ailleurs la même chose en 1919 dans le traité de Versailles où, déjà à l'époque, nous avions obligé l'Allemagne à rendre sa banque centrale indépendante du pouvoir politique. Donc c'est une vieille histoire, si vous voulez, c'est une défiance radicale à l'égard de la démocratie allemande, nourrie du côté des Alliés par l'expérience de 3 guerres lancées par l'Allemagne en un siècle, en moins d'un siècle, dont 2 guerres mondiales. Bon. Donc entre 1945 et 1949, au moment où on construit les institutions de l'Allemagne de l'Ouest, les Alliés, France en tête, insistent pour dire « Ah oui, mais attention, on ne va sûrement pas vous donner une banque centrale au service du pouvoir politique allemand. On va obliger la banque centrale à être indépendante du pouvoir politique. » Or, c'est là le paradoxe, début des années 70, comme tous les Européens de l'Ouest voient que l'Allemagne réussit très bien économiquement, ils réussissent à se convaincre ensemble qu'au fond, c'est ce modèle-là qui est le bon. Est-ce qu'il y a eu un dérapage des finances publiques en France, par exemple, au début des années 70? Pas du tout. Les finances publiques françaises étaient très saines au début des années 70. Est-ce que nous avions besoin de mettre fin aux avances de la Banque de France au Trésor? Non. Ça n'est pas une décision qui a été prise, si vous voulez, au terme d'une sortie de route monstrueuse de la part du gouvernement français qui aurait fait n'importe quoi avec le pouvoir de création monétaire. C'est une espèce d'endoctrinement collectif de la part des élites d'Europe de l'Ouest qui se disent on doit imiter l'Allemagne et l'Allemagne est une banque centrale indépendante, faisons pareil, faisons la même chose. Donc ça, c'est le deuxième grand bouleversement, puisque à partir de ce moment-là, ça veut dire que les États ne peuvent se refinancer qu'auprès des marchés financiers, et que, comme dans le même temps, on va organiser une dérégulation des marchés financiers, au fur et à mesure que ces marchés vont grandir en taille, en volume, en puissance, ils vont constituer une véritable épée de Damoclès sur les États. Et aujourd'hui, comme vous le savez, un gouvernement au sein de la zone euro, avant de prendre une décision politique, doit se demander si ça va plaire au marché. Parce qu'il se dit, si ça déplaît au marché, alors, dans 3 mois, lorsque je vais demander à pouvoir emprunter de la monnaie et de l'argent sur les marchés financiers, peut-être qu'ils vont me le faire payer en augmentant le taux d'intérêt auquel je dois me refinancer auprès d'eux. Et donc, d'une certaine manière, tout se passe comme si les marchés financiers étaient entrés dans le débat politique, dans chacun des pays de la zone euro, à travers le pouvoir qu'ils détiennent, de menacer un État de lui prêter de l'argent qui a un taux très élevé. Et donc de ruiner cet État. La racine de cette situation extrêmement embêtante, à mon avis, pour la démocratie, c'est les années 70. Puisque c'est à cette époque-là que nous, ensemble, nous décidons d'interdire aux États le droit qu'ils détenaient tout à fait légitimement précédemment de se refinancer à taux nul auprès de leur banque centrale. Aujourd'hui, l'indépendance de la Banque centrale européenne au sein de la zone euro est inscrite dans les traités. Et en fait, ça, c'est simplement une extension au niveau de la zone euro d'une disposition que nous avons imposée à la Banque centrale d'Allemagne, de l'Ouest, par défiance à l'égard du pouvoir politique allemand. C'est parce que les Alliés ne croyaient pas à la démocratie allemande
qu'ils ont imposé cette indépendance. Et ensuite, nous l'avons dupliqué au niveau européen sans nous demander, mais est-ce que nous croyons à la démocratie européenne? Comme par ailleurs, nous n'avons pas construit de pilier politique en Europe, nous avons construit une Europe des marchés, de la monnaie, mais pas une Europe politique. Évidemment, ça convient très bien à un projet bancal dans lequel la Banque Centrale Européenne, de toutes les manières, n'a pas de vis-à-vis politique en face d'elle. Elle n'a pas de gouvernement européen auquel elle pourrait s'adresser, il n'y a pas de trésor européen à qui elle pourrait faire une avance, puisqu'il n'y a pas de budget fédéral européen. Vous voyez? Je reviens aux années 70 pour signaler le quatrième ou le troisième, si vous voulez, grand bouleversement qui s'opère à ce moment-là. Donc ça, c'est plus étalé dans la durée, mais c'est un changement très profond dans la pratique bancaire. Donc vous vous rappelez, les 30 glorieuses, je vous ai dit, exploitation massive des applications industrielles du pétrole, des finances publiques saines grâce aux avances au trésor et un métier bancaire traditionnel. À partir des années 70, le pétrole change complètement de position, les finances publiques changent complètement d'attitude vis-à-vis de la Banque centrale et du côté du métier de la banque, ça change également complètement du fait de la dérégulation des marchés financiers. Pourquoi? Parce que la dérégulation des marchés financiers que nous entamons dans les années 80 permet au fond à une institution financière, en particulier aux banques, de se lancer dans des opérations financières beaucoup plus lucratives sur les marchés qu'elles ne le sont dans l'économie réelle. En 2007, vous aviez des opérations financières sur les marchés qui pouvaient rapporter 25% en un an. En un an. Aujourd'hui, on en est de nouveau à 9, 8, 9, 10%. Donc, au fond, la sphère financière est devenue un tout petit peu plus humble qu'elle ne l'était en 2007, mais même 9%, c'est encore exorbitant par rapport à ce que peut promettre l'économie réelle. Comme nous n'avons quasiment plus de croissance, ça veut dire en réalité que du côté de l'économie réelle, le véritable rendement d'un investissement, en gros, c'est 0,5% par an. Comparé à du 9% par an sur les marchés financiers, évidemment, on ne peut pas tenir la compétition. Donc l'économie réelle est forcément perdante. Donc du côté du secteur bancaire, il est logique, normal, rationnel, si vous avez le pouvoir de création monétaire, de l'utiliser pour investir ou faire des opérations sur les marchés financiers et pas dans l'économie réelle. Ceci, au fond, naît déjà dans les années 80. La dérégulation financière a fait apparaître au fond un nouveau métier bancaire qui est celui qui consiste à intervenir sur les marchés financiers pour faire des opérations qui rapportent infiniment plus que les opérations du côté de l'économie réelle. Les opérations du côté de l'économie réelle, c'est celle que j'ai décrite tout à l'heure, c'est le métier traditionnel du banquier qui fait un bon resto avec son copain, le chef d'entreprise. Mais ça rapporte ce que peut rapporter la croissance de l'économie réelle, pas plus, en moyenne. Sur les marchés financiers, ça peut rapporter beaucoup plus. Alors comment vous faites pour obtenir des opérations qui rapportent énormément sur les marchés financiers? Parce qu'au fond, vu de l'extérieur, ça paraît assez magique d'avoir des opérations qui rapportent 25% par an. C'est quand même assez inouï. Alors, évidemment, tout ça est apparemment très très technique. Donc, il y a beaucoup de mathématiciens très savants qui sont enrôlés dans les banques pour faire des calculs extrêmement sophistiqués. Donc, on se dit, la rançon de cette sophistication, c'est du 25% par an. Mais en fait, très honnêtement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sophistication des matheux qui vont travailler dans les banques. La réalité est beaucoup plus simple. C'est que, supposez que je sois, par exemple, une compagnie d'assurance, donc j'ai un peu d'argent, l'argent de mes assurés. Admettons que l'unité de ce que je possède, ce soit, je ne sais pas quoi, le milliard, bon, et j'ai 10 milliards à placer sur les marchés financiers. Je vais aller voir une banque et je lui dis, écoute, tu pourrais me prêter et je vais me lancer dans une grande opération. Et ça, c'est une opération sur les marchés financiers. Donc éventuellement, je fais aussi un bon resto, moi l'assureur, avec mon copain le banquier, mais pas du tout pour lui expliquer mon business plan sur les 15 années à venir, pour lui dire, voilà, je vais me lancer dans une opération dans les 3 mois, et ça va me rapporter le jackpot si ça marche. Le banquier me prête à ce moment-là, moi j'ai 10 de mise initiale, vous pouvez mettre l'unité que vous voulez, par exemple 10 milliards, le banquier m'en prête 90. Je me retrouve avec 100. Avec ces 100, je peux faire une opération qui va me rapporter peut-être 10 en plus des 100. 110. Je restitue à la banque ce que je lui dois, avec un petit taux d'intérêt, et je me retrouve à la louche, admettons, avec un gain de 10.
Mais comme j'ai commencé à 10, ça fait quand même, j'ai doublé ma mise initiale, vous voyez, et ça en 3 mois. Grâce à quoi? Grâce à une opération qu'on appelle une opération à fort effet de levier. Le levier, c'est qu'à un certain moment, je me suis retrouvé à la tête de 100 en les en partie avec 10. Pourquoi? Parce qu'un banquier m'a prêté 90. Pourquoi est-ce qu'il m'a prêté 90? Non pas parce que j'ai un projet de société à horizon 10 ans, parce que je peux faire une opération financière qui va me doubler la mise en 3 mois. Et donc du coup, le banquier, lui, l'argent qu'il a créé est immobilisé uniquement pour 3 mois. C'est beaucoup plus confortable que 10 ans. Bon. Et il saura très très vite si j'ai réussi mon opération ou si je l'ai raté. Donc c'est très lucratif. Et là, je prends un exemple très simple où partant de 10, je gagne 20, mais je peux aussi partir de 10 et gagner 60, partir de 10 et gagner 200 avec ce type d'opération. Vous voyez? Évidemment, c'est très dangereux parce que, comme je vous l'ai dit, à un moment, je suis parti de 10, j'ai emprunté 90, je me retrouve à la tête de 100. Et si c'est des milliards, ça fait 100 milliards. Et il se peut que mon opération échoue. Et qu'au lieu de gagner, je perde. Et là, par exemple, il se peut que je perde 100 milliards. Sauf que moi, ma richesse, c'est 10 milliards. Donc j'ai une dette de 90 milliards. Une dette colossale, que je n'ai absolument pas les moyens de rembourser. C'est ça le drame de ces opérations financières, à fort effet de levier. C'est que quand elles se passent bien, ça rapporte énormément. Quand elles se passent mal, ça fait perdre énormément. À la mesure, si vous voulez, de l'effet de levier. Et c'est ce qui vous explique comment même des toutes petites banques peuvent se retrouver à la tête de dettes absolument colossales. Exemple, l'Islande, qui est quand même un tout petit pays. L'Islande, c'est 320 000 habitants. C'est même pas un quartier de Paris. L'Islande avait essentiellement 3 banques. Ces 3 banques ont réussi à faire tout naufrage en 2010, après avoir accumulé 7 fois le PIB du pays sous forme de dette privée. 7 fois le PIB du pays. Alors on peut se demander comment est-ce qu'une banque peut réussir à avoir autant de dettes, mais grâce au type d'opération que je vous ai décrit tout à l'heure. Autre exemple, l'Espagne, les finances publiques, je vais vous donner un autre exemple juste avant l'Espagne qui est encore plus parlant, c'est l'Irlande. Je vous ai parlé de l'Islande, maintenant de l'Irlande, Dublin. L'Irlande a des finances publiques extrêmement saines en 2007. C'est la dette publique de l'Irlande, à ce moment-là, c'est 25% de son PIB. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, nous en France, on est à 90. Donc 25% du PIB sous forme de dette publique, c'est extrêmement vertueux. Et l'Irlande est la première élève de la classe européenne en termes de santé de ses finances publiques en 2007. En 2010, la totalité des banques irlandaises passent avec succès les tests de résistance aux risques extrêmes que concocte la Banque Centrale Européenne. Et 3 mois après, elles font toutes faillite. Alors premièrement, ça vous en dit long sur la qualité des tests de la Banque Centrale Européenne. Et deuxièmement, elles font toutes faillite. Or, l'Irlande, à la différence de l'Islande, se trouve en zone euro. Est obligée par Paris, Bruxelles et Berlin de reprendre à son compte la totalité des dettes privées de ces banques sous forme de dette publique. Et du coup, la dette publique irlandaise passe de 25% du PIB à 100% en un an. Multiplication par 4. Ce qui veut dire que les banques irlandaises avaient accumulé 3/4 du PIB de l'Irlande sous forme de dette. Vous voyez comment est-ce qu'elles réussissent cet exploit? Grâce au type d'opération dont je vous ai parlé. Voilà. Et donc vous voyez que là, il y a une transformation complète du métier de banquier, qui n'a plus grand-chose à voir avec le banquier traditionnel. Alors, un pays où on voit cette transformation de manière visible, architecturale, c'est la Suisse. Si vous allez en Suisse, si vous connaissez un peu la Suisse, alors vous avez encore des banquiers traditionnels en Suisse, c'est les toutes petites banques d'affaires du type Pictet, Lombardier, sur le bord du lac de Genève. Donc là, pour aller parler à ce type de banquier, il faut absolument choisir le meilleur restaurant avec vue sur le lac, et il faut arriver avec un vrai projet à 10 ans, etc. Il faut être un vrai industriel. Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez Zurich, qui, comme vous le savez, est la capitale économique de la Suisse, où là, vous avez la deuxième catégorie de banquiers. Rien à voir. Et eux, en fait, vous ne pouvez même plus leur parler. Enfin, vous et moi, nous ne pouvons même plus leur parler. Ils vivent dans un autre monde, un autre univers, qui est le monde des gens qui travaillent sur les marchés financiers, qui brassent des quantités d'argent qui n'ont rien à voir avec ce que l'économie réelle peut connaître. Absolument rien à voir. Bon. Et au fond, d'une certaine manière, le grand débat qui a cours actuellement en Suisse, c'est un débat là-dessus. C'est-à-dire, voulons-nous revenir
au métier de la banque traditionnelle ou continuer de nous laisser ruiner par les cow-boys de Zurich. Vous avez peut-être vu que la Suisse a quand même réussi cet exploit d'organiser un référendum, dans le vocabulaire suisse on dit une votation fédérale, un référendum sur la question de savoir s'il ne fallait pas plafonner tous les salaires suisses au facteur 12. C'est-à-dire faire en sorte que personne ne gagne plus que 12 fois le salaire minimum en Suisse. 12 fois. Nous sommes très très loin en France d'avoir ce type de débat, alors que les inégalités en France sont aussi grandes qu'en Suisse. Je vous le donne en 1000, c'est le cas de le dire. Quel est d'après vous le facteur en France aujourd'hui? C'est-à-dire quel est l'écart entre le salaire minimum, le SMIC, et les plus gros salaires, qui sont évidemment les salaires dans la banque, non pas la banque traditionnelle, mais la banque de marché. Ça n'est évidemment pas 12, ça n'est même pas 50 ni 100, mais c'est 1000 aujourd'hui. 1000. Vous avez des patrons de banque qui gagnent 1 million d'euros par mois et qui gagnent 12 millions par an, au moins. Voilà. Donc en fait, s'il y a ce débat aujourd'hui en Suisse, c'est à cause de ça. C'est-à-dire que le secteur bancaire en Suisse est extrêmement prégnant dans la société suisse et beaucoup de Suisses finissent par comprendre qu'il faut absolument revenir au métier traditionnel. Bon, je passe à ma troisième partie, je vais être plus court parce que je suis un peu trop long. Aujourd'hui, c'est ce monde-là qui est en train de craquer dans tous les sens. Monde de dérégulation financière qui fait que nous avons un krach financier tous les 4 ans en moyenne, où nous avons des inégalités de revenus et de patrimoine qui se creusent de nouveau de manière inouïe. Nous retrouvons aujourd'hui en France un niveau d'inégalité qui était le nôtre dans les années 20, que nous n'avons pas du tout connu pendant les 30 Glorieuses. La société française était beaucoup plus égalitaire pendant les 30 Glorieuses qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, à mon avis, pour des raisons profondes, évidemment l'aspiration démocratique des peuples, du peuple français bien sûr, mais aussi l'hypothèse que je vous ai suggérée du fait que, ayant vécu pendant les 30 Glorieuses, dans une période où les élites américaines se pensaient dans un monde de surabondance pétrolière, elles pensaient qu'il était de leur intérêt de favoriser la richesse des classes moyennes. Aujourd'hui, elles pensent que c'est plus du tout dans leur intérêt. Vous voyez, plus du tout. Donc il n'y a plus aucune raison de faire des cadeaux aux classes moyennes. Et ce n'est pas du tout un hasard, à mon avis, si on voit de nouveau les inégalités se creuser dans tous les pays d'Europe de l'Ouest et aux États-Unis à partir des années 70-80. Donc le monde d'où nous venons, c'est ce monde-là, dérégulation financière massive, plus beaucoup de croissance économique. Et de mon point de vue, c'est également lié, alors c'est lié à la fois à l'hypertrophie des marchés financiers, parce que les marchés financiers ne favorisent pas comme tel la croissance économique. Ça, c'est un mirage, c'est un mythe dont il faut absolument se défaire. Les marchés financiers, au mieux, permettent de réallouer partiellement un peu de risque et de capital, et encore de manière très imparfaite. Je pourrais rentrer dans le détail si ça vous intéresse, mais voilà. En tout cas, ils ne peuvent pas assurer la prospérité de pays comme les pays d'Europe de l'Ouest. Du coup, il y a une hypertrophie des marchés financiers qui capte l'essentiel de la monnaie en circulation et qui laisse exsangue l'économie réelle. Dans le même temps, la raréfaction progressive de la quantité de pétrole que nous pouvons tirer du sous-sol tous les jours rend l'explosion de la croissance de plus en plus difficile. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure pour les 30 Glorieuses, 3 égale 2 plus 1, 3% d'augmentation du PIB par an et par habitant égale 2% d'augmentation de la consommation d'énergie, et essentiellement du pétrole surtout, par habitant, 2% d'augmentation de la consommation d'énergie par habitant, plus 1% qui est dû au progrès technique, à l'ICAM, à l'EDEC, etc. À partir des années 80, cette équation se transforme en 1 égale, en gros, 1 égale 0 plus 1. C'est-à-dire 1% d'augmentation du PIB par an et par habitant, en moyenne, 0% parce que nous n'arrivons plus à augmenter la quantité d'énergie consommée par chaque habitant tous les ans, et 1% parce qu'heureusement il nous reste les CAM et les DEC. C'est-à-dire ça c'est le progrès technique. Vous voyez? Alors quand je dis 0% pour la consommation d'énergie, ça ne veut pas dire que nous n'augmentons plus notre consommation d'énergie. Nous continuons de l'augmenter tous les ans, mais elle augmente désormais à la même vitesse que la démographie. Ce qui fait qu'au niveau de chaque habitant, il n'y a plus de croissance. Vous voyez? Est-ce qu'à l'avenir, nous allons pouvoir retrouver des chiffres comme ceux des 30 Glorieuses? Absolument impossible. Pour ce qui est du pétrole, probablement du charbon et du gaz. Absolument impossible à cause des problèmes techniques liés à l'extraction du pétrole hors du sous-sol. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a plus de pétrole dans le sous-sol terrestre. Il y en a encore beaucoup,
il y en a beaucoup trop, et si nous déstockons la totalité de ce pétrole pour le sortir du sous-sol, nous achèverons de détruire complètement le climat de la planète. Simplement, le robinet pétrole est borné et nous avons atteint la taille maximale du robinet en 2005 avec en gros 90 millions de barils de pétrole sortis de terre tous les jours. Et ça fait 9 ans que la planète n'arrive pas à augmenter la quantité de pétrole qu'elle extrait du sous-sol chaque jour. Donc il y en a encore beaucoup. Nous en extrayons beaucoup du sous-sol, 90 millions de barils chaque jour, mais nous n'arrivons plus à faire plus. Or, en gros, les 2/3 de la croissance économique, c'est la consommation d'énergie. Et donc le monde qui naît aujourd'hui, c'est un monde dans lequel nous allons avoir une raréfaction grandissante des énergies fossiles. C'est un monde dans lequel, qui plus est, l'impératif climatique, dont je vais reparler quelques secondes, nous oblige à arrêter de consommer du pétrole, du charbon et du gaz, et donc dans lequel il faut absolument entamer ce qu'on appelle la transition énergétique ou écologique. C'est-à-dire passer de cette économie essentiellement construite sur le pétrole, le charbon et le gaz, surtout le pétrole, vers une économie construite sur d'autres types d'énergie, alors éventuellement le nucléaire, mais surtout les énergies renouvelables du type biomasse, etc. Du côté de la finance, il me semble, à titre personnel, qu'il est impératif aussi de revenir sur la grande période de dérégulation que nous avons entamée dans les années 80. C'est-à-dire qu'il faut re-réglementer sans état d'âme les marchés financiers. Pourquoi? Parce que les marchés financiers ne peuvent pas tenir leurs promesses de prospérité que nous leur avons attribuées. Comment est-ce que nous avons pu croire que les marchés financiers pouvaient garantir la prospérité d'un pays? C'est absolument impossible et je vous explique en 1 minute et demie comment et pourquoi. C'est très simple à comprendre. Supposez que demain soir au journal de 20 h, votre présentateur télé préféré prenne une mine extrêmement grave et dise « Mesdames et messieurs, l'heure est grave, demain matin, l'euro va s'effondrer ». Pourquoi? Parce que cet après-midi, des physiciens ont vu des taches à la surface du Soleil. Alors, comme vous venez écouter des conférences dans cette splendide église, vous savez qu'il y a des taches à la surface du Soleil qui sont liées à des phénomènes électromagnétiques à la surface de l'astre. Ça fait comme des mers noires qui apparaissent, qui disparaissent, qui bougent, bon, que nous ne voyons pas à l'œil nu, puisque personne ne peut regarder le Soleil à l'œil nu, mais que les astronomes, les astrophysiciens regardent. Mais vous savez aussi qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les taches solaires et le cours de l'euro. Donc demain soir, vous allez écouter notre ami Pujadas et vous allez vous dire « Ce brave Pujadas a encore oublié une occasion de se taire ». Mais supposez que vous soyez trader sur les marchés financiers et que vous ayez beaucoup d'euros dans votre portefeuille. Vous avez quelques millions d'euros à gérer dans votre portefeuille. Vous vous dites, moi j'ai été éduqué par les frères dominicains, donc je suis éduqué, je sais qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le soleil et le cours de l'euro. Mais il y a des tas de gens qui n'ont pas eu cette chance et qui donc vont croire les âneries que raconte Pujadas à la télévision. Et qui demain matin vont vendre de l'euro massivement alors que c'est idiot. Mais moi qui suis intelligent un peu plus que les autres, vous voyez, malin, malin et demi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai de mieux à faire demain matin, à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne? Eh bien moi-même je vais vendre de l'euro, pour ne pas perdre, tout en me disant « Ah, ils sont bien idiots de croire ce que leur raconte Pujadas ». Ce faisant, je vais moi-même participer à la panique sur les marchés financiers, je vais contribuer à la chute de l'euro. Et après demain soir, notre ami Pujadas pourra nous dire tout sourire, mesdames et messieurs, je vous l'avais bien dit, hier on a vu des taches à la surface du soleil, et ce matin, l'euro s'est effondré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, et la mauvaise nouvelle du soir, si vous voulez, c'est que les marchés financiers connaissent des prophéties autoréalisatrices tous les jours. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait ce type de phénomène complètement paradoxal sur les marchés financiers. Et c'est complètement normal. Parce que vous ne pouvez pas lutter tout seul contre le marché. C'est comme si vous essayez de remonter les chutes du Niagara à la nage. C'est pas possible. Vous êtes sûr de perdre. Donc si vous pensez que tout le monde pense que l'euro va s'effondrer, le mieux que vous ayez à faire, c'est de vendre l'euro. Même si vous vous dites qu'il n'y a aucune raison que l'euro s'effondre. Ce qui fait que ce que pensent les marchés financiers devient plus important que la réalité. Vous voyez? Et donc il peut se passer tout et n'importe quoi sur un marché financier. Et donc,
vouloir faire reposer la prospérité d'un pays sur un marché financier est une pure folie, tout simplement. Et pour comprendre ça, on n'a pas besoin d'avoir fait Polytechnique, vous voyez, pas besoin de faire beaucoup de maths. Alors, quelquefois, à ce stade de la discussion, et je vais m'arrêter bientôt, on me dit, oui, mais heureusement que justement Pujadas ne dit jamais ces bêtises à la télévision. Bon, heureusement pour lui, il reste que les taches solaires, nous en construisons tous les jours. Alors, exemple historique, très connu, que je rappelle, sûrement certains d'entre vous le connaissent déjà, de tache solaire magnifique, c'est celle de George Bush, le président des États-Unis, en 2002. En 2002, Bush va rendre une visite protocolaire au Japon. Et comme vous le savez peut-être, le Japon est plongé dans ce qu'on appelle la déflation depuis le début des années 90. Mais George Bush a un vocabulaire un peu limité, et donc au moment de faire une conférence de presse, après avoir rencontré le Premier ministre, il fait un lapsus et il confond déflation avec dévaluation. Alors il dit au monde entier, mesdames et messieurs, le Japon est plongé dans une dévaluation terrible. Et à l'époque, moi-même, je n'étais pas encore jésuite, donc j'étais encore sur les marchés financiers, en train de faire des mathématiques pour les traders. Tout le monde regarde la télévision, les banques du monde entier regardent la télévision, regardent George Bush, et tout le monde se dit, mais c'est incroyable, le président des États-Unis est en train de nous annoncer la dévaluation du yen. Et tout le monde se met à vendre du yen très vite, avant que le yen ne soit dévalué. Du coup, le cours du yen s'effondre, le yen perd 1, 2, 3% en quelques heures. À tel point que le Premier ministre japonais de l'époque doit faire une contre-conférence de presse pour dire « Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que le président Bush ne sait pas lire, il voulait parler de déflation. » Du coup, tous les traders rassérénés se disent « Ah, ça n'est que ça, mais oui, on sait bien que le Japon est dans la déflation. » Tout le monde se met à racheter du yen, et le yen reprend 1, 2, 3% qu'il avait perdu en quelques heures. Sans qu'il y ait eu absolument aucun phénomène réel dans l'économie réelle qui ait justifié cette chute libre du yen pendant quelques heures. Vous voyez, c'est une pure tache solaire. Et malheureusement, les marchés financiers dérégulés connaissent des taches solaires tous les jours. Donc, j'espère que ça vous convainc qu'il est absolument folie de vouloir faire reposer la prospérité d'un pays, une grande économie, sur les marchés financiers. Question qu'on peut se poser a posteriori, comment se fait-il que nous ayons cédé à ce mirage des marchés financiers? Alors, de mon point de vue, c'est lié à cette configuration complètement incroyable dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans les années 70, 80. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi il me semble que la génération qui a reconstruit l'Europe a fait un boulot absolument magnifique et elle a pris sa retraite tranquillement dans les années 70, laissant la place à une nouvelle génération qui arrive à l'âge adulte. Cette nouvelle génération-là ne peut pas se donner comme mission historique de reconstruire l'Europe, parce que c'est déjà fait. Elle ne peut pas non plus adopter naïvement les grands idéaux de la fin du XIXe siècle, liés à, si vous voulez, Auguste Comte, le positivisme, la foi dans le progrès, la technique, la civilisation européenne, les Lumières, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la génération qui arrive à l'âge adulte dans les années 70 sait que la civilisation européenne est aussi capable du pire. Nous avons été capables d'avoir des camps de concentration, de faire le goulag, d'avoir Hiroshima, d'avoir une attitude coloniale assez détestable, etc. Nous sommes capables de ça aussi. Donc, cette génération européenne très éduquée dans les années 70 ne peut pas naïvement reprendre les idéaux de nos pères de la fin du XIXe siècle. Du coup, tout se passe comme si elle était tombée dans une espèce de grande panne eschatologique. Elle n'a plus de grands récits que nous pourrions nous raconter entre nous et qui permettraient de nous dire voilà, nous nous inscrivons dans le fil des générations, voilà quel est le sens de l'histoire, voilà où nous essayons d'aller, l'horizon c'est par là, et ça a du sens de se lever le matin pour avancer vers cet horizon. Au fond, il me semble que nos sociétés ouest-européennes, dans les années 70-80, font l'expérience que fait le peuple hébreu quand il arrive au milieu du désert. Le peuple hébreu, vous vous souvenez, il sort d'Égypte à main forte et à bras étendus. Ça, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sortie de la dictature, du totalitarisme, c'est la sortie de l'Égypte de Pharaon. Il traverse la mer Rouge à pied sec, miracle inouï. Ça, c'est les 30 Glorieuses. On reconstruit l'Europe au pas de charge et on y arrive en une génération. Et en même temps, on découvre les applications inouïes du pétrole dans l'industrie, etc. Réduction des inégalités, très forte démocratisation des institutions. Bon. Mais on arrive au milieu du désert et maintenant, personne ne sait où est la route qui conduit à la terre promise.
D'ailleurs, personne ne sait ce que c'est que la terre promise. Du coup, un certain nombre de membres du peuple hébreu, vous en souvenez sûrement, finissent par avoir des doutes et se disent, mais c'est terrible, nous allons mourir au désert, peut-être que Moïse nous a emmenés là pour nous faire mourir. Nous ferions mieux de retourner en Égypte, parce que là au moins il y avait de la viande dans les chaudrons. Et d'ailleurs, Moïse, en plus, il est loin sur le mont Sinaï pour discuter avec le bon Dieu. Quand il revient, il a le visage tout illuminé, mais n'empêche qu'on ne sait pas ce qu'il se raconte. Et pendant qu'il n'est pas là, nous, on continue de trouver que la vie est bien dure dans ce désert. C'est comme si on avait dit, vous voyez, le général de Gaulle n'est plus là. Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous, sans le général de Gaulle? Vous voyez, c'est cette espèce de désarroi profond d'une société qui n'a plus de grands récits eschatologiques, à mon avis, qui a provoqué cette espèce de grande déprime très profonde dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Absence de projet de société qui donne du goût, qui donne du sens, et du coup, comme le peuple hébreu au milieu du désert, angoisse terrible qui monte souterrainement, inconsciemment, dans, disons, on pourrait dire l'inconscient collectif de nos sociétés. Et pour calmer cette angoisse, nous nous construisons des idoles, comme le peuple hébreu qui s'est construit un veau d'or. Et cette idole, par excellence, ce sont les marchés financiers. De sorte qu'aujourd'hui, y compris pas seulement comme jésuite, mais aussi comme économiste, je ne peux que souscrire aux propos extrêmement forts de notre pape, qui dénonce en permanence la manière dont nous idolâtrons l'usage de la monnaie, et en particulier des marchés financiers. Du coup, il me semble qu'il y a un impératif fondamental aujourd'hui pour nous, c'est de sortir de la sidération que provoquent les marchés financiers à cause des promesses de rendement inouïs qu'ils font, qu'ils ne peuvent pas systématiquement tenir, c'est impossible, et à cause, disons, du caractère complètement fou, dénué de toute responsabilité, d'un projet de société qui consisterait à construire une société sur les promesses des marchés financiers. Quel est le grand projet eschatologique que nous avons devant nous? Je crois que c'est la transition écologique. C'est ça le grand récit que nous pouvons nous réapproprier aujourd'hui au fur et à mesure que nous sortons de la sidération. Et sortir de la sidération, au fond, ça veut dire, c'est une autre manière de le dire, réapprendre à désirer la terre promise. Vous savez que le latin desiderium, le désir, c'est sortir de la sidération, précisément. La sidération, c'est le lieu où il n'y a plus de désir. Je suis confondu avec mon idole, et je crois que les idoles parlent. Le livre de la sagesse nous prévient pourtant, les idoles ne parlent pas. Le désir, c'est réapprendre la parole avec Dieu, évidemment, en premier lieu, pour désirer Dieu, et donc désirer la terre promise où je pourrais dialoguer avec lui face à face. Pour ça, ça suppose d'accepter de reconstruire complètement nos institutions politiques, économiques, sociales. Donc ça suppose une très très grande liberté, créativité, qui est ce dont, à mon avis, nous avons le plus besoin aujourd'hui. J'en profite à ce moment-là pour dire que je crois que ça fait partie de notre vocation chrétienne, que de nous lancer avec audace, et responsabilité aussi, bien sûr, dans cette aventure-là. Pourquoi? D'abord parce que la transition écologique, ça veut dire réapprendre à respecter la création. Respecter la création qui nous est confiée par Dieu, par le Père. Bon. Et au fond, si vous y réfléchissez 15 secondes, ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, c'est aussi cela. Nous apportons le pain et le vin, le fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, du soleil, de la photosynthèse, bon, pour rendre grâce à Dieu de nous avoir donné la vie à travers cette création, dans la louange eucharistique. Comment pouvons-nous vivre pleinement l'Eucharistie si par ailleurs nous détruisons cette création? C'est pas possible. Il y a une contradiction formelle, profonde là-dedans. Comment vivre ma vocation chrétienne si je continue de dévaster les ressources naturelles de cette planète? Pas simplement l'énergie, mais aussi par exemple les poissons. Vous savez que si nous continuons, nous n'aurons plus de poissons comestibles dans les océans entre 2040 et 2050, mais aussi les abeilles et toute une série de ressources naturelles. Deuxième motif pour lequel, à mon avis, nous autres chrétiens avons vocation intrinsèquement à nous engager avec créativité dans l'esprit, dans la transition écologique. C'est qu'au fond, ce dont il s'agit aussi, c'est de respecter la création, certainement, en premier lieu, mais aussi d'honorer les générations qui vivront sur cette planète après ma mort, à la fin de ce siècle. Et vous savez que si nous n'entamons pas un changement radical de modèle de société, le dérèglement climatique rendra cette planète inhabitable pour une bonne partie de la population. Je vous renvoie là-dessus au dernier rapport du GIEC, qui est absolument catastrophiste. Pourquoi est-ce que ça fait partie de notre vocation chrétienne d'honorer
la troisième génération de ces siècles que je ne connaîtrai pas parce que je mourrai avant qu'elle arrive sur terre. Eh ben, je crois que c'est ça ce que ça veut dire la communion des saints dans notre langage à nous. La communion des saints, nous sommes habitués à y penser dans une relation au passé, aux saints d'autrefois, mais nous pourrions aussi la prier dans une relation à l'avenir, en pensant à la sainteté de celles et ceux qui vont habiter cette planète après moi, que je ne connaîtrai pas. Ou pour le dire encore autrement, où l'expérience de la résurrection doit-elle jouer, sinon à cet endroit-là? Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement pour moi aujourd'hui que la résurrection, sinon que je crois dans la foi, et je fais spirituellement l'expérience d'être de plein pied avec des générations que je ne connaîtrai pas de mon vivant ici-bas. Sinon, je crains fort, personnellement, que le mot résurrection soit un vain mot pour nous. Et vous connaissez saint Paul, si ce mot-là est vain, alors toute notre foi est vaine. Est-ce que nous avons les moyens de le vivre, tout ceci? J'en suis convaincu. Et nous sommes très privilégiés, nous avons les ressources spirituelles pour vivre la transition écologique. Évidemment, là vous me voyez venir du côté de l'apprentissage de la sobriété heureuse, j'ai presque fini, c'est évident, et donc je vais très vite là-dessus, mais aussi pour deux autres raisons. La première, elle se trouve dans l'évangile de Saint Luc, puisque l'un des frères qui est à ma gauche m'a demandé de parler de Saint Luc, donc je trouve une occasion de parler de l'évangile de Luc et des actes des apôtres. Vous vous souvenez qu'à la fin de l'évangile de Luc, au début des actes, il y a un événement, l'événement de l'Ascension, que nous allons bientôt fêter, qui est raconté deux fois. Une fois à la fin de l'évangile et une fois au début des actes. Et la deuxième fois, au début des actes, la mise en scène par le narrateur lucanien est très intéressante, puisque le début de la scène, c'est une question qui est posée par les apôtres au Christ ressuscité, qui lui demande est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël, qui est une question politique liée à l'attente messianique, au messianisme politique en Palestine à cette époque. Mais vous savez aussi que la réponse du Christ est très énigmatique, puisque le Christ répond « Il ne vous appartient pas de connaître l'heure fixée par le Père ». Donc ça, c'est précisément l'eschaton, dans sa souveraineté, autre concept politique, mais l'Esprit vous sera donné, et à ce moment-là, le Christ disparaît dans le ciel. Et vous avez même des anges qui viennent un peu gourmander les apôtres en leur disant « Écoutez, c'est sur terre que ça se passe, inutile de regarder le ciel, les nuages ». Alors, on pourrait faire une lecture théologico-politique de cette scène, je vais très vite, en s'interrogeant sur, au fond, est-ce que la disparition du Christ dans le ciel n'est pas une manière de répondre à la question politique posée par les apôtres en termes démocratiques? La démocratie, c'est l'invention d'un système politique dans lequel le lieu du pouvoir est laissé vide. Le trône est vide. Pourquoi? Parce que nous construisons dans l'histoire des compromis politiques qui nous permettent d'avancer vers l'eschaton où nous attend le Père. Ça suppose que nous renoncions définitivement à toute tentation de théocratie, et c'est précisément ce que refuse le Christ en refusant de s'asseoir sur le trône de David. Le Christ laisse le trône de David vide, de manière que nous puissions l'occuper en construisant ensemble des grands compromis politiques. Et lui rejoint le Père au ciel où il nous attend. Ça, c'est le renvoi à l'eschatologie. Autrement dit, nous sommes livrés par le Christ dans l'histoire, de manière que, avec l'Esprit, c'est pour ça qu'il nous promet l'Esprit à ce moment-là, nous fassions preuve de la créativité à laquelle il nous autorise pour inventer ensemble les compromis politiques qui vont nous permettre de vivre. Et c'est exactement ce à quoi nous sommes convoqués aujourd'hui, inventer ensemble les compromis politiques qui vont nous permettre de réussir ce formidable projet de société qu'est la transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Si, vous m'entendez là. Voilà. On va laisser un peu souffler le Père Gaël Giraud, qui parle quand même sans interruption, non seulement depuis 1 heure et un peu plus, mais il a déjà parlé cet après-midi à l'ICAM, dont le directeur est ici, c'est pour ça qu'il se tournait vers lui de temps en temps. Voilà, alors... Mais après cet exposé aussi magistral, nous avons aussi peut-être un peu besoin de souffler, mais je suis sûr quand même qu'il va y avoir des questions, et je présuppose nombreuses.
Et je vois que Stéphane, déjà à droite, et puis il y en a partout, ça se lève partout. Bon, alors, ça fait partie du jeu, si je peux dire. Un grand merci, ce fut brillantissime. Un homme politique avait déjà parlé avant vous sur la détestation qu'il avait des marchés financiers. Mais est-ce qu'on pourrait un peu préciser, si ça ne vous dérange pas, c'est pas une personne morale, qu'est-ce que c'est les marchés financiers, contre lesquels les pouvoirs politiques, vous l'avez très bien dit, et ça se justifie de jour en jour, sont complètement impuissants à renverser la tendance, notamment par cette régulation que vous appelez de tous vos voeux, et nous aussi, de ces fameux marchés et ces règles bancaires. Merci. Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou est-ce que C'est comme vous voulez. Peut-être c'est mieux de prendre 2-3 questions. D'accord. Alors, Comme ça me permet de répondre. Une là et ensuite là. Merci, merci. Moi j'en ai 3 justement. Premièrement, quand vous avez dressé votre tableau des 30 glorieuses, vous avez toujours parlé de l'Europe et des États-Unis. Est-ce que le reste du monde existait? Deuxième question. Quand on vous entend, c'est d'une clarté absolument extraordinaire. Comment se fait-il que nos gouvernants ne semblent pas le comprendre et au contraire s'en faire de manière, comment dirais-je, persistante dans le rêve que la croissance va revenir? Et puis, troisième question, beaucoup plus ténue, quelle convergence y a-t-il entre ce que vous nous exposez et les théories de Jeremy Rifkin? L'autre question là-bas. Et après, Oui, merci. Alors, justement, c'est une question qui rejoint la première qui a été posée. J'aimerais apporter juste un point de vue sur les marchés financiers. En fait, les marchés financiers tels qu'ils ont été présentés, effectivement, on ne sait pas trop ce que c'est. Ils sont vraiment présentés comme de grands méchants. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus de se rappeler que les marchés financiers, c'est nous. En fait, c'est nous tous. C'est-à-dire que nous tous, quand on passe par nos banques, en sachant que nos banques universelles en Europe ont des filiales dans les paradis fiscaux, c'est aussi à nous de solliciter nos banquiers pour leur rappeler qu'il faut faire attention à ça. Je pense aussi que quand on veut cotiser pour une complémentaire retraite, on va choisir en fonction des meilleurs taux qui sont offerts, ce qui encourage la concurrence et l'agressivité sur les marchés financiers. Et donc, on a tendance à chercher des solutions extérieures et des coupables extérieurs, mais quelque part, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes responsables? Voilà, je vais peut-être m'arrêter là avec cette première série de questions, puis on en prendra une autre après. Ça vous va? on va prendre celle-là. D'accord. Alors, les marchés financiers, c'est qui? C'est vrai que je n'ai pas tellement décrit ça. Donc, concrètement, matériellement, pratiquement, c'est des salles de marché. Alors, les salles de marché, c'est des espèces de grands espaces, grands, disons, comme cette église, voilà, qui sont répartis dans différents étages de grandes tours, à la Défense à Paris, à la City à Londres, à Manhattan à New York, qui appartiennent à des institutions financières, majoritairement des banques, dans lesquelles vous avez des grandes travées avec des ordinateurs, des téléphones partout et des jeunes gens, surtout des hommes, plutôt jeunes, qui sont payés très cher pour travailler dessus. Ça, c'est matériellement, c'est ça, c'est tout. Hein. Tout ça est relié par des grands terminaux, des grands ordinateurs. Une bonne partie d'ailleurs des ordres sont eux-mêmes exécutés et choisis par des ordinateurs. Hein. Vous avez une partie maintenant de plus en plus importante des transactions financières qui sont décidées par des programmes informatiques et plus par des êtres humains, ce qui est extrêmement dangereux à mon avis. Voilà, matériellement c'est ça. Qui est derrière ces organisations-là? Alors vous avez essentiellement donc des grandes banques qui ont elles-mêmes des actionnaires, bon, qui travaillent avec l'argent de l'épargne des particuliers. Donc c'est pour ça que la personne au fond de l'Église a tout à fait raison de dire les marchés financiers c'est aussi nous. C'est un petit bout de chacun, chacun de nous est un petit bout des marchés financiers, pour autant que vous ayez de l'épargne qui est utilisée par une banque. Effectivement, la personne au fond a bien raison de dire l'essentiel de l'épargne, si vous en avez, qui est gérée par votre banque, circule en ce moment sur les marchés financiers. Hein, pour la raison que j'ai essayé d'expliquer, c'est-à-dire que les marchés financiers sont a priori tellement plus lucratifs que n'importe quel investissement dans l'économie réelle, que vous pouvez être à peu près certain que votre épargne circule sur les marchés financiers. Voilà. Alors, probablement à votre propre corps défendant. Et j'en profite pour dire que vous avez tout à fait le droit de changer de banque.
D'ailleurs, le seul moyen pour nous autres citoyens de faire pression sur nos banques, c'est de retirer notre compte en banque d'une banque qui ne nous plaît pas vers une banque qui nous plaît. Nous n'avons pas tellement d'autres moyens de protestation. Nous votons avec nos pieds et si jamais vous êtes assez convaincus par ce que je vous ai raconté, je ne peux que vous encourager à le faire. Si vous voulez, hors micro, je vous donnerai les noms des bonnes banques. Après, je continue un petit peu de répondre à votre question. Ça veut dire que derrière les marchés financiers, vous avez essentiellement un petit nombre de très riches particuliers dont la fortune est investie sur les marchés financiers, l'essentiel des grosses entreprises dont le surplus financier est investi sur les marchés et une bonne partie de l'épargne des gens qui circulent sur les marchés financiers. C'est ça le... Bon. Les jeunes gens qui sont sur les ordinateurs et qui font des opérations extrêmement sophistiquées, c'est ce qu'on appelle des traders, pour la plupart. Bon. Contrairement au mythe très répandu, il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait Polytechnique pour être trader, hein, pas du tout. Il est vrai qu'un certain nombre de ces opérations mobilisent des mathématiques très sophistiquées. La plupart des traders ne les comprennent pas, et leurs patrons non plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont payés très cher. En réalité, c'est parce que à partir du moment où vous réalisez une opération qui rapporte de l'argent et que votre N+1 ne sait pas comment vous avez fait, vous avez un pouvoir de négociation extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, c'est une vérité, hein, c'est-à-dire, j'ai moi-même assisté à des réunions des 4 premiers numéros d'une grande banque française, dont je ne vais pas donner le nom au micro, et donc moi à l'époque j'étais consultant scientifique pour cette banque, donc je faisais des mathématiques pour la banque, et je sais très bien, je m'en suis rendu compte que ces 4 premiers numéros ne comprenaient strictement rien à ce que je leur racontais. Simplement, aucun des 4 ne voulait perdre la face, donc ils faisaient semblant de comprendre ce que je disais, posaient une question qui n'avait rien à voir avec le sujet, et je me retrouvais dans la situation insupportable de devoir dire « Ah oui, monsieur le président, vous avez raison, c'est une très bonne question », et de faire semblant de répondre à une question stupide, de sorte que le numéro 3 se disait « Ouh là là, il a compris, donc je vais faire semblant moi aussi d'avoir compris », etc. Enfin, c'était épouvantable. Mais malheureusement, c'était pas propre à cette banque-ci, c'est comme ça dans toutes les banques. Vous savez aussi que la plupart des, enfin pas tous, mais quand même, une partie des patrons des grandes banques ont compris ce que c'était que les subprimes au moment de la crise. Ils ne savaient pas. Ils n'en avaient aucune idée. Bon. Pour une raison simple, hein, c'est pas du tout, c'est facile à comprendre, c'est que les patrons de banques actuels sont quasiment tous des hommes de plus de 60 ans. Quand ils étaient étudiants, les produits financiers qu'on échange aujourd'hui n'existaient pas. Donc ils ne les ont pas étudiés quand ils étaient étudiants. Et s'ils sont patrons aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait une ascension fulgurante dans les hiérarchies bancaires, que donc ils travaillent jour et nuit à leur carrière, ils n'ont pas du tout le temps d'apprendre ce que c'est qu'un instrument financier, un outil, oui, un dérivé, etc. Donc ils n'ont pas le temps de l'apprendre, donc ils ne le savent pas, tout simplement, malheureusement. Alors, vous avez dit tout à l'heure en plus, bon, et donc les politiques sont impuissants à réglementer ces marchés financiers. Comment ça se fait? Ça rejoint la question qui a été posée par ici. Alors, là-dessus, bon, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est vrai que réglementer les marchés financiers n'est pas une opération complètement triviale. Parce qu'eux-mêmes sont devenus suffisamment compliqués pour que ce soit, il faut faire un tout petit peu attention. Maintenant, je ne dis pas plus que ça, au sens où il y a une telle surenchère dans l'autre sens, de la part des financiers pour dire « Ah, attention, attention, n'essayez pas de réglementer parce que vous allez être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine », qu'il ne faut pas non plus exagérer. On sait à peu près ce qu'il faut faire pour réglementer les marchés financiers. Donc pour avoir travaillé avec des financiers, alors une bonne partie d'entre eux, des chrétiens, qui ont une conscience et qui, plutôt en fin de carrière, se rendent compte de la démesure incroyable des métiers dans lesquels ils travaillent. Pour certains d'entre eux, démissionnent. Il y en a qui sont très courageux et qui démissionnent, et qui du coup se mettent au service de ceux qui essayent, dans l'autre sens, de réglementer. Alors, quelqu'un qui a fait ça, hein, c'est Thierry Philippona, qui est le secrétaire maintenant, je crois que c'est ça son titre, de l'Observatoire européen de la finance, qui s'appelle Finance Watch, dont je fais partie, à Bruxelles. Thierry Philippona est un ancien trader, reconverti, si je puis dire. Vous voyez ? Il n'est pas absolument tout seul. Il faut reconnaître que ces hommes-là sont plutôt minoritaires, malheureusement, dans la profession. Mais il y en a quelques-uns quand même. Bon. Donc pour avoir discuté avec eux, en fait, quand vous discutez avec des professionnels honnêtes, vous arrivez assez facilement à la petite vingtaine de mesures qu'il faudrait prendre pour réglementer les marchés. On les a nous-mêmes listés dans un petit livre que j'ai coécrit avec justement ces amis-là, qui s'appelle 20 propositions pour réformer le capitalisme, dans lequel vous avez en gros la liste des décisions à prendre.
Donc c'est pas du tout aussi sorcier que ça. Et mon expérience, c'est que si vous discutez avec des gens qui connaissent, il faut quand même des professionnels des marchés et qui sont honnêtes, vous mettez assez vite d'accord sur les bonnes décisions. La raison pour laquelle ces décisions ne sont pas prises, c'est l'extraordinaire puissance du lobby bancaire, qui n'est pas, dit-on, du tout mystérieuse à comprendre. C'est-à-dire, il faut se rendre compte, d'une part, que, si vous voulez, le bilan d'une banque comme BNP Paribas, c'est supérieur à 2000 milliards d'euros. Donc BNP Paribas pèse plus que le PIB français. Donc vous comprenez bien que lorsque le PDG de BNP Paribas va voir le président de la République, il lui parle d'égal à égal. Il est aussi riche que lui. Vous voyez ? Et donc s'il lui dit à Monsieur le Président, là vraiment, la loi que vous voulez voter, c'est vraiment une très mauvaise idée. D'abord, Monsieur le Président de la République, il écoute, il est obligé. Et si le PDG de la banque lui dit, vous savez, ça va mettre ma banque en faillite, c'est évident que le président de la République est obligé d'en tenir compte. Lui-même n'a absolument pas les moyens de vérifier qu'on ne lui raconte pas des carabistouilles. Donc les banquiers, en fait, ce que font en ce moment les banquiers, c'est, quand ils parlent dans la presse, ils ne cessent de dire que tout va bien, mais en ce moment même, ils font un balai incessant à l'Élysée et à Bercy pour pleurer auprès de l'administration publique et dire, mais vous savez, tout va mal, nous sommes tous au bord de la faillite, nous allons tous mourir demain. Et la fin de la phrase, c'est « Et si nous mourons, vous mourrez avec nous. » Donc faites tout pour nous sauver. Et je peux vous dire que les discussions qu'il y a lieu en ce moment même au sein de l'administration publique en France, à Paris, à Bercy, pas seulement à Bercy, aussi dans d'autres endroits, c'est « Il faut tout faire pour sauver nos amis banquiers. » On en est là malheureusement. Voilà. Donc vous avez un pouvoir de chantage phénoménal lié à l'hypertrophie du secteur bancaire. Lié aussi au fait, et ça c'est une réalité, que nos banques vont très mal, très très mal, contrairement à ce qu'elles ne cessent de répéter dans le débat public. Quelques indices de ce fait-là, vous avez des observatoires indépendants, il y en a un par exemple qui a dressé la liste des 50 banques les plus sûres du monde. Eh bien dans ces 50 banques les plus sûres du monde, aucune des 4 premières banques françaises n'apparaît. 2 banques françaises apparaissent, dont je vous donnerai le nom hors micro, mais les 4 premières banques françaises n'y sont pas. Elles ne font pas partie des 50 banques les plus sûres du monde. Inversement, vous avez quelqu'un comme Robert Engel, qui est un économiste américain, qui a eu le prix Nobel. Bon, ça ne lui donne pas forcément une énorme légitimité, mais bon, je le dis quand même, qui a eu le prix Nobel, qui a fait un travail pour essayer d'évaluer quelles sont les 8 banques européennes les plus proches de la faillite. Les 8 banques européennes les plus proches de la faillite, eh bien parmi ces 8 banques, vous trouvez les 4 premières banques françaises. Donc qu'on ne vienne pas nous dire après ça que le ciel est bleu et qu'il n'y a pas un seul nuage à l'horizon. Donc évidemment, une fois que vous avez compris ça, les banques, quand elles vont pleurer à l'Élysée ou à Bercy, elles ont une certaine crédibilité. Vous voyez ? Et elles en ont d'autant plus qu'elles pèsent, au moins pour BNP, plus que le PIB français. Bon, là, ça vous donne, je crois, un aspect essentiel du chantage. Après, il y a plein d'autres aspects qui viennent favoriser le phénomène. Vous avez le fait que quand vous êtes une banque qui gagne plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année, vous avez les moyens de payer très très cher un certain nombre de personnes. Et donc évidemment, vous pouvez d'abord acheter tous les économistes qui parlent dans le débat public. Donc malheureusement, la plupart de mes camarades économistes qui s'expriment dans le débat public sont tous des consultants pour les banques, comme je l'ai été moi-même avant de devenir jésuite. Donc heureusement que la compagnie m'a sauvé. Mais mes autres petits camarades, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de ne pas devenir jésuites et continuent d'être consultants pour les banques. Voilà. Et du coup, vous comprenez bien qu'à partir du moment où vous êtes un chercheur en économie ou un prof d'université, que vous multipliez votre salaire par 10 en allant travailler 1 jour par semaine dans une banque, vous n'avez absolument pas envie de donner une interview dans un journal en disant du mal des banques. C'est certain. C'est très difficile. Après, vous avez d'autres phénomènes du même type. Tous les membres de l'Inspection générale des finances à Bercy, au Trésor, savent tous qu'ils vont complètement arriver sous un plafond dans leur carrière entre 40 et 45 ans. Ils vont plafonner complètement parce que, ça c'est un grand problème dans notre administration, nous ne savons pas gérer les fins de carrière de nos hauts fonctionnaires brillants. Donc ils savent tous qu'en gros vers 40 ans, il faut qu'ils aient pantouflé dans le privé. Et ils savent tous que s'ils vont pantoufler dans une banque, ils vont multiplier leur salaire par 10, 20, 50, 100. S'ils vont pantoufler dans l'industrie réelle, ils vont multiplier leur salaire par 2, 3, 4. Et donc il faut une sacrée colonne vertébrale spirituelle pour oser résister à ça.
Et pour, quand vous avez 30 ans, que vous êtes un jeune énarque inspecteur général des finances, résister à la pression des banques qui viennent vous voir tous les jours dans votre bureau pour vous dire « Mon brave garçon, tu n'y connais rien, on va t'expliquer la vie. Et si tu fais bien ce qu'on te demande, c'est évident que quand tu auras 40 ans, on va s'en souvenir. » Et il sait très bien que s'il ne fait pas ce qu'on lui demande, à 40 ans, on s'en souviendra aussi. Et qu'il n'a aucune chance de pouvoir pantoufler. Si vous suivez le parcours de nos brillants inspecteurs généraux des finances, regardez ce qu'ils deviennent. Inversement, regardez les 5 premiers numéros de toutes nos grandes banques, sont tous des anciens inspecteurs généraux des finances. Bon, à tel point que l'ancien PDG de BNP Paribas, dans les salons mondains, aime bien répéter qu'il y a plus d'inspecteurs généraux des finances à BNP Paribas qu'au service de l'État. Ça vous dit quelque chose, hein, de cette espèce de collusion complètement incestueuse entre la haute finance publique, qui devrait travailler pour l'intérêt général, et la finance privée. De là à penser que l'interdit de 73, qui oblige l'État français à se refinancer au marché financier à des taux d'intérêt plutôt que de se refinancer auprès de sa banque centrale, soit ait été, disons, mis en place par des gens brillants, mais tout à fait fascinés par les marchés financiers et le pouvoir des banques, il n'y a qu'un pas que je vous laisse faire éventuellement. Oui, alors j'essaie de répondre dans le même mouvement à la question sur les gouvernements. Pourquoi est-ce qu'ils ne réagissent pas plus? Et vous voyez, alors, il y a donc un lobby bancaire extrêmement puissant, et si vous avez suivi cette affaire, vous l'avez vu à l'œuvre l'an dernier sur la loi bancaire française. Vous avez vu que cette loi bancaire a été vidée de son contenu, qu'elle ne sépare rien, et même c'est plus extraordinaire que ça encore, vous avez vu que le commissaire européen Michel Barnier, qui n'est pas, disons, l'archétype du gauchiste chevelu barbu, bon, lorsqu'il a sorti sa proposition de directive européenne de séparation bancaire, qui va plus loin que la loi française, ce qui n'est pas difficile, parce que la loi française ne sépare pas, ne sépare rien du tout. Donc Michel Barnier lance sa proposition de directive. Le jour même, le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, s'exprime dans les journaux pour dire « Mais vraiment, Michel Barnier est un homme irresponsable, comment peut-il oser penser à la séparation bancaire ?» Il fait ça en fait en service téléguidé des banques et d'une partie du gouvernement, qui défend les intérêts du secteur bancaire. Vous voyez, le gouverneur de la Banque de France, qui est quand même un haut fonctionnaire tenu par le devoir de réserve en tant que fonctionnaire, et qui en plus assume normalement la tâche de régulateur du secteur bancaire français. C'est quand même très très impressionnant. Donc ça, vous voyez, c'est des petits signaux qui montrent jusqu'où va aujourd'hui la collusion. Cela dit, je vais terminer par là pour cette série de réponses à ces questions-là. Après, je vais venir à la question des Trente Glorieuses et de Rifkin. Cela dit, je ne crois pas que le gouvernement soit impuissant, fondamentalement. Au fond, comme on sait à peu près les mesures qu'il faut prendre, Michel Barnier essaie de le faire de son côté, séparation des banques. De mon point de vue, c'est la condition sine qua non, la première qu'il faut faire absolument. Il y a une série d'autres mesures, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail technique maintenant, je ne pense pas que ce soit... Il vaut mieux que, si ça vraiment ça vous intéresse, que vous alliez voir ce petit livre 20 propositions pour réformer le capitalisme, ou bien par exemple que vous lisiez un excellent ouvrage qui ne traite que de cette question de Jean-Michel Nolot, N-A-U-L-O-T, qui est un exemple même d'ancien banquier repenti. Et donc il connaît très bien son affaire et qui a écrit un livre pour dire voilà les 20 mesures qu'il faut prendre pour ramener les marchés financiers au service de la société et de l'économie réelle. Et je signe les deux mains la totalité de son ouvrage. Bon. Jean-Michel Nolot, N-A-U-L-O-T. Alors, pendant les Trente Glorieuses, le reste du monde existait-il? Oui, heureusement. J'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, hein, évidemment. En fait, vous m'avez posé cette question, la réponse est oui, bien sûr. Donc vous attendez que je dise quelque chose sur le reste du monde pendant les Trente Glorieuses. C'est difficile en 30 secondes. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux questions qui nous occupent? Vous avez eu évidemment l'émergence d'un certain nombre de pays du sud-est asiatique, hein, de Taïwan, Israël aussi par exemple. Bon. Et puis l'émergence des grands géants que nous connaissons aujourd'hui, appelés les pays émergents. Mais cette deuxième émergence-là s'est faite à partir des années 80. En fait, ce sont des pays qui, ayant démarré, au fond, on pourrait dire, leur décollage beaucoup plus tard, n'ont pas été pénalisés par la raréfaction progressive du pétrole, bon, ont pu avoir une croissance inouïe jusqu'à aujourd'hui, bon, et sont aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, dans une situation qui va ressembler de plus en plus à la nôtre. La Chine parvient aujourd'hui à conserver des taux de croissance inouïs parce qu'elle utilise du charbon sans vergogne. Donc vous savez que la consommation de charbon au niveau mondial continue d'augmenter aujourd'hui, essentiellement à cause de la Chine.
Ceci n'est absolument pas durable pour des raisons climatiques. Le charbon est l'énergie fossile la plus polluante et il est quand même très très vraisemblable que la Chine renonce à la consommation de charbon qui est la sienne aujourd'hui assez rapidement. Qu'est-ce qui me rend optimiste là-dessus? Le fait que le gouvernement chinois montre qu'il a très bien compris cet enjeu, parce que la Chine est aujourd'hui le pays qui investit la plus grande part de son PIB dans les énergies renouvelables. Plus que nous, beaucoup plus que nous. Donc c'est un pays paradoxal, bon, c'est un continent paradoxal. C'est à la fois le pays qui pollue le plus, juste après les États-Unis, et le pays qui, cette fois-ci, investit le plus dans les énergies renouvelables. Et donc, voilà. Mais du coup, à partir du moment où la Chine renoncera au charbon, en gros, l'essentiel des pays émergents vont être confrontés aux mêmes contraintes énergétiques et climatiques que les nôtres. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des négociations intergouvernementales? J'en parle quelques secondes rapidement. Vous savez que nous allons avoir l'année prochaine, en décembre 2015, vraisemblablement le sommet le plus important réunissant les principaux gouvernements de la planète sur la question du climat. Et ça se passe à Paris, c'est décembre 2015. C'est un rendez-vous historique et on peut espérer que enfin des vraies décisions soient prises dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Qu'est-ce qui bloque au niveau des négociations intergouvernementales? Essentiellement un procès qui est fait par les pays du Sud aux pays du Nord, et qui est fait à mon avis à juste titre, qui est, au fond, les pollueurs historiques, c'est vous. Le premier pollueur de la planète, ça reste encore les États-Unis. Donc c'est à vous de faire les premiers efforts. Voilà. Et nous, d'une certaine manière, nous procrastinons, comme d'habitude, et nous ne lançons pas la transition écologique de notre côté. Bon. Ce qui donne un alibi fantastique aux pays du Sud pour ne pas la lancer du leur et pour, par exemple, pour la Chine, continuer d'utiliser sans vergogne le charbon. Ou un autre pays, par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud connaît une très forte croissance, mais c'est essentiellement une croissance construite sur le charbon, donc qui est condamnée à assez brève échéance. Bon. À mon avis, le moyen de sortir de cette impasse, c'est que les pays du Nord trouvent des idées astucieuses pour aider les pays du Sud à financer la transition écologique chez eux. C'est précisément sur ces questions-là que je travaille actuellement avec le gouvernement, pour que Paris puisse porter des idées audacieuses du côté du financement, de manière à aider les pays du Sud, avec de l'argent venu des pays du Nord, à faire la transition chez eux. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça donne des éléments. Après, le lien avec Jeremy Rifkin. Alors moi, je ne connais pas personnellement Jeremy Rifkin. J'ai lu une partie de ses ouvrages, pas tous. Je crois que j'ai raté le dernier, certainement. Ce que je peux dire, c'est que il me semble que quelqu'un comme Rifkin rend un service considérable, pas simplement à l'île et à la tri, mais à l'ensemble de l'humanité, parce qu'il nous aide fondamentalement à nous faire des images, à nous construire des images sur ce à quoi pourrait ressembler notre société si nous lancions la transition. Parce que mon expérience, c'est que nous manquons cruellement d'un imaginaire de la transition pour nous dire, entre nous, avec des mots, des images, à quoi ressemblerait notre vie si nous acceptions les efforts que nécessite la transition. Puisque c'est inouï, on ne l'a jamais fait. Et certainement, les premiers industriels au début du XIXe siècle n'avaient aucune idée de ce à quoi ressemblerait l'Europe à la fin du XIXe. Mais juste aucune idée, évidemment. De même qu'en réalité, nous n'avons pas beaucoup d'idées sur ce à quoi ressemblera notre société en 2050. Rifkin, à mon avis, c'est ça sa contribution majeure. Il aide à nous faire des images pour pouvoir discuter entre nous et nous mettre en mouvement et rendre la société européenne de 2050 désirable. Voilà. Après, il y a quelques inexactitudes dans ce qu'il écrit de temps en temps, mais c'est peccadille par rapport au service inouï qu'il nous rend. Et je crois que c'est précisément pour ça d'ailleurs qu'il a été mobilisé pour la tri à Lille. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vois qu'il est 10h15. Donc, il va bientôt falloir qu'on arrête. Donc, je vais prendre quand même quelques questions, 2 ou 3 questions encore. Je sais qu'il y a Alix, là, il n'est pas ici. Et alors, justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est lancé dans la région Nord-Pas-de-Calais ? Bonsoir, je pense un petit peu à nos économies. Vous nous avez alerté sur les 4 grandes banques françaises qui étaient en mauvais état. Alors, pourquoi sont-elles en mauvais état? Merci. Alors, on va prendre une question là, puis ça sera la dernière. Bonsoir, merci pour l'intervention.
concernant la finance, moi j'ai appris que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc à entendre que les banques gagnent énormément d'argent, elles le gagnent sur qui? Sur le futur? Sur qui? Oui. On va peut-être s'arrêter là, merci, c'est des très bonnes questions. Alors, qu'est-ce que je pense de la tri? Beaucoup de bien. Je pense que ce que vous faites à Lille aujourd'hui, c'est fondamental pour la France. D'une certaine manière, vous êtes l'avant-garde de notre société et je peux vous dire que toute la France vous regarde. Paris vous regarde de très près parce que tout le monde est fasciné par ce que vous êtes en train de commencer, d'essayer de faire à Lille. D'une certaine manière, la transition, maintenant, à peu près tout le monde en France en a entendu parler. Simplement, il y a des blocages considérables au niveau parisien et c'est probablement pas d'en haut, du côté de Zeus dans son palais, que la transition va commencer. Donc il faut qu'elle commence au ras du sol, et le ras du sol, c'est ici. Donc au fond, vous montrez à l'ensemble du peuple français que c'est possible de commencer, qu'on n'a pas besoin d'attendre que le président de la République se réveille, et que vous montrez aux fonctionnaires français à Paris comment on peut faire. Donc, d'une certaine manière, je ne peux que vous rendre grâce pour ce que vous vivez, parce que c'est extraordinaire. Voilà, absolument extraordinaire. Pourquoi nos banques sont-elles en mauvais état? Il y a plein de raisons pour ça. Vous savez, quand on a un accident de voiture, il n'y a jamais une seule cause. La chaussée était glissante, il faisait nuit, il y avait un tournant, je parlais au téléphone avec ma femme, etc. Et il pleuvait. Bon, voilà. Donc là, il y a plusieurs causes. Il y a une première cause lointaine, enfin pas si lointaine que ça, mais quand même qui est liée à la crise des subprimes de 2007-2008, dont nous n'avons toujours pas soldé les comptes. La crise des subprimes, pour dire les choses de manière très rapide, c'est essentiellement une situation dans laquelle beaucoup de banques européennes se sont retrouvées avec des actifs financiers qu'elles avaient achetés à des banques anglo-saxonnes et qui ne valent plus rien. Ces actifs financiers, ce sont des créances détenues par des banques américaines sur des ménages pauvres américains, qui étaient censés rapporter beaucoup, parce qu'on espérait pouvoir retirer beaucoup d'argent de ces ménages pauvres américains, et puis quand on s'est rendu compte qu'ils étaient eux-mêmes en faillite, on a saisi leur maison, ils sont allés dormir dans leur voiture. Vous savez qu'en 2008-2009, vous avez eu des millions d'Américains qui sont allés dormir dans leur voiture, parce qu'ils ne pouvaient plus vivre dans leur maison. Parce que les banques avaient saisi leur maison. Simplement, les banques, ce n'est pas des agences immobilières, elles ne savent pas quoi faire de ces maisons, personne ne les a rachetées. Donc vous avez des quartiers entiers à Cleveland qui sont les quartiers fantômes, avec des maisons vides, qui ont été murées pour éviter que les squatteurs s'installent dedans. Et les banques elles-mêmes ont fait faillite. Et de fil en aiguille, la chaîne remontant, les banques européennes se sont retrouvées avec des titres financiers qu'elles avaient achetés, qui ne valaient plus rien, alors que c'était des promesses, si vous voulez, de rendement liées aux créances détenues sur les ménages pauvres américains. Ces créances pourries sont toujours dans les bilans de nos banques. Elles ont bien essayé de s'en débarrasser, mais évidemment personne ne veut les leur acheter, donc elles ont toujours dans leur bilan plusieurs milliards d'actifs pourris, dont elles ne savent pas quoi faire. Ça, c'est une première raison de leur grande fragilité. Deuxième raison de leur grande fragilité, ces banques ont acheté massivement des dettes publiques de pays du Sud. Pourquoi? Parce que jusqu'à une date récente, en gros jusqu'en 2010, on estimait que les pays du Sud de l'Europe, comme tous les pays industrialisés, étaient sûrs, garanties certaines, et ne feraient jamais défaut sur leur dette publique. On sait aujourd'hui que la Grèce ne remboursera jamais sa dette publique, parce qu'elle ne peut pas, tout simplement, parce que la Grèce n'a pas d'industrie. La Grèce n'a pas véritablement d'administration fiscale capable de lever sérieusement beaucoup d'impôts. La Grèce, c'est un peu de transport maritime et du tourisme, c'est tout. La Grèce a des milliards de dettes. Vous savez que la dette publique grecque est en train de remonter à 190% du PIB, à cause des programmes d'austérité assassins que nous infligeons à la Grèce, qui ne servent strictement à rien pour le remboursement de la dette publique, qui servent simplement à finir d'exploiter le peu qui reste de richesse en Grèce. Et finir de ruiner la Grèce, au passage. Vous savez qu'à Athènes, aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies et dans les hôpitaux. Athènes est en train d'évoluer vers la situation d'une grande capitale subsaharienne d'Afrique noire, comme nous en avons connu il y a quelques années. Où, si vous voulez vous faire soigner, il faut que vous achetiez au marché noir des médicaments et que vous alliez soudoyer un chirurgien qui sait encore travailler avec les médicaments que vous avez achetés. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui à Athènes. Donc on a compris qu'un pays comme la Grèce ne remboursera jamais sa dette publique, mais très probablement le Portugal non plus, l'Espagne non plus, l'Italie non plus, la France, c'est pas du tout clair. Bon. Et donc maintenant, les banques savent qu'elles détiennent beaucoup de dettes publiques dans leur bilan qui ne valent pas grand-chose non plus. Alors elles essaient de s'en débarrasser, mais plus personne non plus ne veut les leur acheter. Alors
Une partie de cette dette publique grecque se trouve maintenant dans le bilan de la Banque Centrale Européenne qui a gentiment accepté de la racheter pour les banques. Bon. Mais c'est un cadeau extraordinaire que nous faisons aux banques, parce qu'après tout, on peut aussi se demander pourquoi les banques ont prêté des milliards à la Grèce. Elles savaient très bien que la Grèce ne pouvait pas rembourser. Les banques ont des pléthores d'économistes qui font des analyses pour elles, et donc elles n'ont pas découvert hier matin que la Grèce n'avait pas d'industrie, et que la Grèce n'avait aucun moyen de rembourser sa dette. Vous voyez, donc c'est une question qu'on peut leur poser, et un bon capitaliste dira, elles ont fait des bêtises, elles doivent en payer les prix. Donc si un certain nombre de banques doivent faire faillite, vous voyez, au fond, c'est la logique capitaliste de base. Bon. Chose est-il qu'elle se trouve collée avec beaucoup de dettes publiques qui ne vaut plus grand-chose. Troisièmement, et c'est le plus important, et c'est là que leur responsabilité est majeure à mon avis, outre la question des subprimes, elles ont toujours très très peu de fonds propres. Les fonds propres de nos banques aujourd'hui sont en gros égaux à 3% de l'actif au bilan de la banque. Ce qui veut dire que si elles ont une baisse en gros de 3% de la valeur de leurs actifs, eh bien elles sont ruinées. Elles ont mangé la totalité de leurs fonds propres. Or, en 2008, la baisse des actifs sur les marchés financiers a été de 25%. Donc il suffit que nous ayons un nouveau coup de tonnerre comme 2008 et toutes nos banques sont ruinées. Elles sont toutes en faillite. Comme d'ailleurs elles étaient toutes en faillite en décembre 2008. Vous savez que les banques françaises n'ont passé la Saint-Sylvestre 2008 que grâce à l'argent public. Évidemment, elles se gardent bien de le répéter, mais c'est quand même ça qui s'est passé. L'État français a mis en garantie publique 270 milliards pour sauver nos banques, en garantie publique, et leur a effectivement prêté, juste pour passer la Saint-Sylvestre, un peu plus d'une dizaine de milliards. Elles ont effectivement remboursé cette dizaine de milliards, et ça, elles communiquent beaucoup là-dessus. Elles oublient complètement de dire qu'elles n'ont pu retrouver la confiance entre elles et recommencer à travailler, une fois passé la Saint-Sylvestre, que grâce aux 270 milliards que l'État a mis en garantie pour elles. Par ailleurs, il y en a quand même une qui a fait faillite, c'est Dexia. Dexia nous a déjà coûté 12 milliards. Là aussi, on communique très peu là-dessus. Mais Dexia nous a déjà coûté 12 milliards. Et l'État français a mis 85 milliards de garanties supplémentaires sur Dexia. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que Dexia nous coûte 85 milliards dans l'avenir. Au passage, vous savez que les principaux débiteurs de Dexia, ce sont les collectivités locales, qui sont elles-mêmes ruinées à cause des produits financiers pourris qui leur ont été vendus par les banques. Bon. Voilà, je ne sais pas si ça vous dresse un tableau un petit peu, vous comprenez un peu pourquoi nos banques vont mal. Évidemment, la solution, c'est les obliger à augmenter leurs fonds propres. Mais là, elles répondent tout de suite, si vous nous obligez à augmenter nos fonds propres, nous mourrons tout de suite parce que nous n'arriverons pas à augmenter nos fonds propres. Et donc, comme la menace de mourir est relativement crédible, elles disent à l'État, vous voulez nous tuer, tuez-nous et vous mourrez avec nous. Vous voyez, c'est le drame de la double noyade, c'est-à-dire que le noyé est capable d'entraîner le maître nageur qui essaie de le sauver avec lui au fond de la piscine. Parce que le noyé, c'est la banque qui pèse tellement lourd, le maître nageur, c'est l'État, qu'il se peut qu'il soit emporté par la banque. Parce que vous comprenez bien que si BNP Paribas fait faillite demain matin, nous n'avons absolument pas les moyens de recapitaliser BNP Paribas. Si BNP Paribas a un actif au bilan de 2000 milliards, ça veut dire que les dettes de BNP Paribas qui feront couler BNP Paribas seront bien supérieures à 2000 milliards. Le PIB français, c'est 2000 milliards. Donc, nous n'avons pas l'argent, tout simplement. Vous savez qu'il y a un fonds de garantie des dépôts français qui est en principe alimenté par les banques et existe et qui est destiné à permettre de garantir les dépôts des Français en cas de grosse faillite bancaire, à hauteur de 100 000 euros par dépôt, vous le savez. Ce fonds contient actuellement 2 milliards. Vous savez très bien que ce n'est pas avec 2 milliards qu'on va solvabiliser les dépôts des Français, ce qui veut dire au passage qu'actuellement, nous n'avons pas l'argent pour garantir les 100 000 euros par dépôt des Français. Ce qui va garantir les 100 000 euros, ce sont les impôts des contribuables. Autrement dit, c'est vous et moi qui garantissons nos dépôts. Ce n'est pas tous les banques ni l'État, qui n'en a absolument pas les moyens. Qui plus est, ce fonds de garantie des dépôts, qui ne contient que 2 milliards, pourquoi est-ce qu'il ne contient que 2 milliards? Parce qu'il est alimenté par les banques, qui estiment qu'il n'est pas du tout nécessaire de sauver les dépôts des Français. Ce fonds-là a été fusionné par la loi bancaire française l'an dernier avec le fonds de résolution bancaire. Alors le mot résolution bancaire ne veut rien dire pour un citoyen. En fait, ça veut dire le fonds de sauvetage des banques. Mais comme on n'aime pas parler de sauvetage des banques, on parle de résolution bancaire. Vous voyez ? Ça veut dire quoi en clair, le fait qu'on ait fusionné ces deux fonds? Ça veut dire que la prochaine fois qu'une banque française se trouvera en difficulté,
elle aura le droit d'aller puiser dans le fonds de garantie des dépôts pour se sauver. Voilà ce que fait la loi bancaire française. Alors, il y avait une dernière question. J'ai noté quelque chose, mais je n'arrive pas à me relire. Alors, quelle était la dernière question? Rien ne se perd, rien ne se crée. Qui est-ce qui perd? Oui, pardon, excusez-moi. Alors, premièrement, vous avez raison. Au fond, une bonne partie des paris financiers sur les marchés financiers sont des paris sur l'avenir. Lorsque vous faites un pari, lorsque vous investissez, en fait, vous créez de la monnaie pour investir sur une activité réelle, lorsque vous réussissez, vous êtes rémunéré par la création de richesses réelles que vous avez rendues possibles grâce à un investissement. C'est ça qui vous rémunère et qui permet de payer le taux d'intérêt. Sur les marchés financiers, c'est l'adresse et l'habileté avec laquelle vous faites votre opération. Lorsque vous perdez, il y a forcément quelqu'un qui perd, vous avez bien raison, et en moyenne, ce quelqu'un qui perd, c'est le contribuable. Parce que les dettes sont tellement énormes que la sphère financière elle-même n'a pas les moyens de rembourser ça. Confèrent les banques islandaises, confèrent les banques irlandaises, les banques espagnoles, dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais c'est la même chose pour les banques espagnoles, confèrent Dexia, c'est le contribuable français qui sauve Dexia, actuellement, 12 milliards. Autre exemple, en 2008, vous le savez, le grand assureur américain AIG a failli faire faillite juste après Lehman Brothers. À la différence de Lehman, AIG a été sauvé par l'administration américaine qui a mis immédiatement sur la table, de mémoire, 80 milliards de dollars fin 2008 pour sauver AIG. Une partie de cet argent a reflué auprès de la Société Générale et a permis à la Société Générale de passer l'hiver 2008. Ça lui a rapporté quelque chose comme 12 ou 13 milliards d'euros qui étaient dus par AIG à la Société Générale. Autrement dit, si l'administration américaine avait décidé de laisser tomber AIG, comme elle a laissé tomber Lehman Brothers, la Société Générale avait 13 milliards de dettes à la fin de l'année 2008. Donc, quand la Société Générale dit « nous n'avons pas coûté un centime aux contribuables français », c'est vrai, elle a coûté 13 milliards aux contribuables américains, ce qui n'est pas complètement négligeable. Ça répond à votre question ? Erwan, il y a un problème? Voilà. Bon. Donc je remercie encore une fois beaucoup le Père Gaël Giraud pour cette soirée, cet entretien et cette conférence. Je veux juste quelques annonces à vous faire qui intéressent vous intéresser. La première, c'est qu'en sortant, vous trouverez une corbeille pour la participation aux frais. Donc, vous voyez déjà, ça vous intéresse. La deuxième information cruciale, c'est que, vous l'avez remarqué grâce à Erwan Loriot-Prévost, nous avons ce soir, comme la dernière fois pour Jean-Pierre Denis, enregistré entièrement cette conférence et cet échange. Et ensuite, c'est diffusé, nous le mettons en ligne. Bon, ça prend un peu de temps parce qu'il faut préparer les choses, mais nous mettons en ligne sur Internet, sur YouTube. Il suffit que sur une chaîne, dans les chaînes YouTube, vous cherchiez Dominicom 59. Dominicom 59. Tout ça accroché. Et vous retrouverez la conférence de Jean-Pierre Denis. Vous retrouverez donc cette conférence de ce soir. Et vous retrouvez d'ailleurs aussi des choses me concernant. Et puis, la troisième chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en sortant, je crois que les frères ont préparé une table avec un certain nombre d'ouvrages, dont ceux qui ont été évoqués ce soir, donc soit directement de Gaël, ou en tout cas avec la participation d'autres. Donc vous retrouvez ces